Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où tout le monde a une théorie mais personne n'a la réponse. Moi c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière et j'ai toujours dit que si on me filait le dossier, je résoudrais cette affaire en 3 semaines max. 2 semaines si je dors pas, tu vois. Toujours, et d'ailleurs tu as toujours résolu tes affaires en 2 semaines max. Même pas, je le fais en dormant. Et salut, moi c'est Léna, je suis cartomancienne et depuis cette affaire, j'ai capté qu'on pouvait être obsédé par une affaire criminelle française sans en connaître réellement la moitié des rebondissements et sans même la comprendre à moitié, j'ai envie de te dire. Je suis pas sûre que t'aies tout compris en réalité, moi non plus à vrai dire. On est potes depuis 15 ans, on a une opinion surtout quand on n'a pas d'éléments, en tout cas on n'a pas de diplôme officiel. De quoi on parle cette semaine ? Cette semaine, le petit Grégory, on est dans les Vosges, donc dans le nord-est de la France, 1984. Un enfant de 4 ans retrouvé mort, des lettres anonymes, une famille déchirée et une affaire qui hante encore la France près de 45 ans plus tard. Et avec nous cette semaine, Camille Lorente, co-host du podcast 4 quarts d'heure, humoriste et aussi très autoproclamé spécialiste de l'affaire du petit Grégory. La spécialiste de l'affaire. Mais de cette affaire ou de toutes les affaires ? Parce que si on peut monter un pôle là, cold case devant les yeux de tout le monde. Non, moi j'aime pas les cold cases d'habitude. C'est juste celui-ci. Donc c'est vraiment que Grégory. D'accord. Pourquoi ça te fait rager ? Il te faut l'issue, quoi. Il me faut l'issue et on trouvera l'issue, je pense. Aujourd'hui. Peut-être, sans doute, aujourd'hui. Je pense. Installez-vous, nous c'est pas un corbeau qui va nous arrêter et on a du temps à tuer. Donc Camille, ce badge officiel, d'où vient-il ? J'ai appris en fait il y a 10 minutes qu'il y avait une backstory. Donc est-ce que tu peux nous la raconter ? Je me le suis un petit peu auto-décerné, vous l'avez dit, mais l'affaire Grégory, c'était le sujet de mon mémoire en 3e année d'études. Et je me suis penchée spécifiquement sur le fait qu'on ait pu accuser la mère pendant des années. Ah bah c'est super, pour au final arriver à un verdict qui est absence totale de charge. Et donc, tout mon mémoire, c'était comment on construit la figure de la mère coupable. C'était dans le cadre de quelles études ? Je faisais Sciences Po à Grenoble et j'avais choisi le séminaire Crime et Châtiment sans savoir sur quelle affaire je me pencherais. Et déjà, petit amour des faits divers. Ah ouais. Et ensuite, c'est Grégory qui m'a happée. On est à l'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges. On est le 16 octobre 84 et Christine Villemain appelle son fils Grégory pour goûter. Il a 4 ans, il joue devant la maison et quand elle l'appelle, il n'arrive pas, il n'est plus là. Alors, elle commence à s'inquiéter. À 17h27, l'oncle de Grégory, lui, reçoit un appel chez lui qui dit « Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils, je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Vologne. » Bon, déjà, on dit « dans la Vologne », mais ça, c'est pas le problème. Et le soir même, effectivement, le corps de l'enfant, le petit Grégory, est repêché à 7 kilomètres en aval, pieds et poings liés, le bonnet rabattu sur le visage, une image qui a fait le tour de la France, on en reparlera, de la presse sur cette affaire. Et 41 ans plus tard, personne n'a été condamné pour ce crime. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne savait qu'il avait commis. Évidemment, ça ne sera plus le cas dans 1h10. Camille, moi, je me posais 2 questions. La première, c'est est-ce que tu viens des Vosges ? Pas du tout, je viens d'Ardèche, comme chacun sait. Comme évidemment. L'Ardèche qui est à l'exact opposé de la Vologne. Dans le sud-est, un peu plus au sud, ouais. Ok. Et alors, au-delà de t'être fait happer par cette histoire-là, je sais, moi, pour écouter ton podcast 4 quarts d'heure, que t'es hyper fan de True Crime. Quand on t'a proposé de venir, de tous les trucs que tu regardes, et je sais qu'on a pas mal de sources communes sur les True Crime, pourquoi finalement venir parler avec nous de l'affaire la plus connue en France, la plus dense ? Je crois que c'est la plus connue de France. Je pense, ouais, avec Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un peu c'est une trésorerie, c'est parce que tout le monde a un peu un avis sur le petit Grégory, alors que t'aurais pu te dire, tu prends un petit truc un peu obscur, TikTok mexicain ou... Non, je pense que la France attend mon point de vue sur cette affaire. Alors, moi, je m'aperçois là depuis quelques jours que finalement, j'ai juste monté ce podcast pour pouvoir discuter des affaires que j'aime avec des gens, parce que je pense que mon point de vue est extrêmement important. Mais bien Donc, sûr. finalement, t'es là pour ça aussi. Exactement. C'est très bien. Nous, on a un tout petit peu plus... Je suis très impressionnée d'être à votre table, les filles. Je suis très honorée. Écoute, c'est rien. On fait que notre métier, tu sais. C'est 3 fois rien. Yana et moi, on est un tout petit peu plus vieilles, donc je pense qu'on est un tout petit peu plus contemporaine. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un très grand souvenir du petit Grégory dans les années 80, où j'avais déjà moi-même 32 ans. Et je pense que nous, ça nous a toutes un peu, générationnellement, c'est vachement choquant. Enfin, je m'en rappelle encore. Déjà, je me suis aperçue en préparant cette émission que c'est toujours la même photo qu'on voit de cet enfant. Il n'y avait pas d'autres photos de ce gamin ? Peut-être que, non, je sais pas.
T'as une info, alors je le dis en rigolant, mais t'as une info full premier degré. Non, pas du tout. Mais je pense que c'était un joli portrait que ses parents avaient fait faire chez un photographe. Donc c'était une photo de bonne qualité et il sourit dessus. Il est absolument mignon et c'est ça qui a fait que la passion s'est formée aussi, quoi. C'était Toi, à l'époque, l'icône. tu te rappelles de ce que t'en pensais quand t'étais plus jeune? Moi, je suis née après l'affaire Grégory. Ouais. J'en ai pas franchement entendu parler ailleurs que dans des blagues ou dans C'est arrivé près de chez vous, où il fait le fameux petit sucre qui coule dans le verre. Mais je m'étais jamais penchée vraiment sur Avant cette affaire. tes études. Avant C'est mes ouf. études et ce mémoire où je commence à lire le livre de Laurence Lacour, qui est une journaliste qui a travaillé sur cette affaire et qui a écrit ensuite un bouquin à qui ça a semi-ruiné la vie comme à peu près tous les gens qui s'en sont approchés, quoi. Et c'est là que j'ai découvert l'ampleur du truc, quoi. Donc, t'as pas de souvenir. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je me rappelle d'un truc. Tout est fou et un peu problématique dans cette anecdote qui est peut-être pas vraie, puisque c'est qu'un souvenir. Je me vois au commissariat du 2e arrondissement de Paris, mais assez jeune, donc je sais pas pourquoi je suis là. Et à l'époque, il y avait, sans doute encore maintenant, un tableau de Liège dans la salle d'attente avec mais peut-être que j'invente, parce que tout ça paraît un peu fou. Peut-être fait un mix de souvenirs. Avec les photos du petit Grégory, Estelle Mouzin et la petite Marion. Bah, c'était Estelle et Marion, c'est, j'ai envie de te dire, mais je sais pas ce que je fous au Comico à 8 ans, en fait, donc je sais pas ce que vaut cette histoire. Toi, t'as des souvenirs de quand t'étais jeune? Non, moi, c'est l'histoire du corbeau. Parce que quand t'es gamin, t'entends le corbeau et en fait, on te dit jamais on t'explique pas ce que c'est. Moi, je croyais que c'était l'animal, en fait, qui venait apporter des messages dans... Tu vois, j'étais là, waouh. Toi aussi? Non, toi, t'étais adulte. Donc non, moi, j'avais un peu de vocabulaire. T'étais surtout pas con. Voilà, t'étais pas con. Ouais. Moi, j'étais... Voilà. Non, personne ne dit ça, mais ok. Et sur ces bonnes paroles, commençons par essayer de détricoter cette histoire qui est un peu compliquée. On a essayé quand même de la simplifier en termes d'arbre généalogique parce que même eux, ils savent pas qui est qui dans leur famille. On a d'un côté Jean-Marie Villemain, le père qui est né dans les Vosges et qui est contremaître dans une usine de textile. En 79, il épouse Christine qui est couturière et en 80, naît le fils Grégory. Enfin bon, là, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Dans sa famille, on l'appelle le chef parce qu'il a percé. Parce qu'il a réussi, ouais. Alors, percer à l'époque, pour eux, c'est juste j'ai une maison et j'ai une bagnole. J'ai envie de te dire, tout le monde l'a pas. Et il a un fils. Et je pense qu'il évolue dans une famille de gros rageux quand même, JM. On commence les théories extrêmement sourcées. Oui, voilà, très sourcées comme d'habitude. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, c'est celui qui a ses pères, c'est Jean-Marie. Et à partir d'août 81, le couple Villemain commence à recevoir des appels anonymes où on le menace. À un moment donné, je m'étais jamais rendu compte que toute cette famille n'a rien à foutre de son temps. Ça m'est revenu là, en préparant cette émission. Ils ont pas grand-chose à foutre. En août 81, donc, le couple Villemain commence à recevoir des appels anonymes. Il y a Albert et Monique Villemain, qui sont les parents de Jean-Marie, qui reçoivent aussi des coups de fil. Le corbeau connaît la vie intime de tout le monde, il connaît les déplacements, il sait des choses. C'est un corbeau. Mais même quand on disait le corbeau sait des choses, tu t'es pas dit que c'était pas un animal? Non, parce que mais quand tu regardais le JT, on disait encore un message du corbeau, le corbeau a encore frappé. Moi, je m'imaginais un oiseau, quoi. Alors, j'ai plein de trucs à raconter sur les animaux, les corbeaux, mais ça sera pour plus tard. J'ai vraiment plein d'infos, j'adore les corbeaux. En décembre 82, l'année suivante, Albert et Monique, ils portent plainte. Juste la veille du jour où ils ont porté plainte, ils ont reçu 27 coups de fil. Vrai, c'est un fixe. Et à chaque fois, ça peut être... Ça se compte en milliers au total de nombre d'appels qu'ils reçoivent. Mais 27 par jour, c'est un vrai cardio. Ouais. Mais j'ai plein de questions. Je vais vous laisser continuer parce que ça m'énerve déjà. Pourquoi ils n'ont pas juste débranché le téléphone? Il n'y avait qu'un téléphone. Oui, mais parce que justement, dans les années 80, il n'y a pas que le corbeau qui appelle. Il y a peut-être Mamie Ginette, la cousine. Enfin, tu vois, ils ne vont pas s'empêcher de vivre pour un corbeau, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au total, plus de 1000 appels anonymes sont passés chez tous les Villemain entre 81 et 84. Et c'est toujours une voix d'homme, parfois une voix de femme, mais bon, c'est pour ça que j'imagine que plus tard, la presse, tu nous expliqueras, puisque tu as lu le fameux livre, la presse appellera cette personne le corbeau. Bon, c'est un bordel pas possible, tous les Villemain sont pris pour cible. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, ça rend ouf. J'ai souvent l'idée, perso, je vais arrêter de parler après, que les problèmes compliqués, ça se règle facilement. Les gens appellent, répondent app. Tu vois. Oui. Non, moi je rigole parce que en fait on a des fiches pour les auditeuristes qui ne voient pas. Et Sarah, en fait, elle écrit parfois des idées de tirage. Et là, elle a quand même écrit
Est-ce que le corbeau avait un forfait illimité? Je demande en carte. Je sais pas. Ça n'existait pas dans les années 80. Oui, les je sais, forfaits. et je m'en suis aperçue après, mais c'était une excellente vanne. Oui. Pour tout autre corbeau, n'hésitez pas. Mais en fait, déjà, rien que là, ce qu'on peut remarquer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est que corbeau, ok, très fou, enfin, ces appels anonymes très fous, mais très organisés, parce que en un millier d'appels, personne n'a grillé qui c'était déjà. Donc ça veut dire que dans sa façon de parler, dans les questions qu'il pose, Ouais, il masquait sa voix. il masquait sa voix, il masquait... Avec enfin, je vais pas dire avec un device, mais parce qu'à l'époque, je pense que ça n'existe pas. Mais moi, c'est vraiment c'est l'inverse, ce à quoi je pense, c'est comment tu reconnais pas la voix d'un gars au bout de 1000 fois, tu vois. Puisque dans les années 80, il n'y a pas de device. Ça veut dire que la personne qui appelle, elle est quand même assez fut-fut parce que, en plus, elle se grille pas dans les échanges. Parce qu'à chaque fois, c'est pas non plus genre 2 secondes les appels. Parfois, ça durait 30 secondes, 1 minute. Camille, toi, est-ce que déjà, juste avec les audios, t'as un avis? Non, avec les audios, j'ai pas d'avis. Il y avait des appels silencieux aussi. Ça, c'est bien vicieux. Il y avait, ça, c'est bonne DA, je trouve. Ça fait peur. Il leur envoyait des ambulances, il leur envoyait les pompes funèbres. C'était pas seulement des menaces par téléphone, quoi. Ça allait un peu plus loin parfois, quoi. Mais déjà, à ce stade-là, tu suspectes toute ta famille. Non, mais tu fais des... Tu sais, tu deviens parano. Tu dis, OK, ça peut pas être Tati Isabelle, Tati Isa, parce que c'est pas ça. Là, elle travaille... Enfin, Ouais, et à la fois, ils ont rien fait, les Villemain. Ouais. Si ce n'est avoir une bagnole, c'est pas non plus... ils ont pas un yacht comme d'autres affaires dont on a pu parler ici, tu vois. Je sais pas. Camille, est-ce que tu peux nous raconter la journée du 16 octobre 84 à 17h20 au pif? Ouais, alors à 17h20, il faisait 16 degrés à Épanche-sur-Vologne. Et la journée du 16 octobre, Christine Villemain va chercher son fils chez la nounou, le ramène à leur maison, qui est un peu à l'écart du village sur les hauteurs de l'Épanche, le fait jouer sur le tas de sable gravier qui est devant la maison pendant qu'elle va faire du repassage. Les volets de la maison sont fermés, donc elle ne voit pas son fils depuis l'intérieur de la maison. Et une fois qu'elle a un petit peu repassé, elle se dit qu'elle va lui faire prendre le goûter. Ça, c'est une info que je n'avais pas. Ouais. Mais bref, en tout cas, elle va pour chercher son fils et il n'est plus devant la maison. Et là, elle commence à faire un petit tour du village, à retourner chez la nounou, à aller voir s'il n'est pas chez des amis de la famille. Et les recherches débutent à ce moment-là, en fait. Et c'est à peu près à ce moment-là, 12 minutes plus tard, je vais redire cette citation. Je pense qu'ils ont un accent, mais je suis très nulle en accent, donc je ne vais pas me... On ne va pas se risquer. Non, que Michel Villemain, donc le frère de Jean-Marie, reçoit ce fameux appel avec une voix d'homme très rauque, essoufflée, dont je ne suis pas très éloignée, à vrai dire, qui dit « Je me suis vengé du chef, j'ai kidnappé son fils, je l'ai étranglé, jeté à la Vologne. Sa mère est en train de le rechercher, mais ne le trouvera pas. Ma vengeance est faite. » Quand même niveau de somme assez haut, quoi. Alors après, Michel Villemain dit qu'il a reçu cet appel. C'est ça, ta théorie. Déjà. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... On n'a que son témoignage, on n'a pas d'enregistrement de cet appel, on n'a pas de preuve qu'il ait reçu cet appel. Ok. Je peux peut-être changer d'avis sur mes théories pendant l'épisode. Donc, il y a ça. Avançons. Et puis ensuite, on peut dire... Ouais, vas-y, avançons. Le corps est retrouvé. Le soir même. Le soir même, il y a un pompier qui sort le corps du petit Grégory de l'eau. Et ce qui est fou et ce qui présage à quel point cette histoire va partir en folie médiatique, c'est qu'il y a déjà un journaliste qui est présent sur place, qui doit être, je sais plus, c'est l'Est républicain, la PQR là-bas. C'est une PQR. Je sais plus qui c'est. Je sais pas si j'ai noté cette info, à vrai dire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai interviewé ce pompier. Ah oui. Toi, ouais. Ouais, je t'enverrai pour transfert. On l'a interviewé, c'était très, très exceptionnel comme témoignage. Voilà, je crois que j'ai entendu, bien sûr. Ouais, c'était super. Non pas qu'on se fasse de la pub, on n'est pas là pour ça. En tout cas, c'est assez rare que des médias soient là au moment de la découverte du corps. Bon, j'essaye de faire des liens en temps réel parce qu'il y a eu beaucoup de hasard sur cette découverte du corps, pas par... le corps, il savait que le corps était là, mais le fameux pompier qu'on a interviewé disait que lui, en fait, il revenait de chez ses beaux-parents en bagnole et qu'en passant devant la mairie, il avait vu la lumière, il s'était dit pourquoi il y a encore la lumière, il avait été voir le maire et le maire lui a dit va au bord de la Vologne. Donc il y a eu beaucoup de petits moments de hasard et ça a été quand même, ça a changé sa vie évidemment. C'était, je crois, sa première mission de pompier volontaire. Lui, il s'est dit je vais en fait descendre des chats d'un arbre. Tu vois, ça va être ça ma carrière. Et
Et donc là, ce fameux photographe, on va en reparler longuement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur la presse, il prend une photo qui, pareil, très vite, dès le lendemain, fait le tour du monde. Quoi. Je pense. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un de notre génération n'a pas vu cette photo, on n'en a pas au moins entendu parler, où le petit Grégory est pieds et poings liés avec le bonnet. C'est très rare d'avoir une photo, je crois, de victimes comme ça. Mais depuis, c'est surtout, il y a une législation qui est passée depuis cette affaire, depuis cette photo-là, la législation a changé. Ce qui, moi, est le genre de fun fact que j'adore dans l'histoire, c'est ok, tu fais changer la loi. Et donc, on le voit comme ça avec son petit bonnet. Je sais pas pourquoi je le mime, vraiment. Le petit bonnet rayé bleu et blanc rabattu sur le visage. Et le corbeau, il dort pas parce que dès le lendemain, il renvoie une lettre aux parents qui a été postée le jour du meurtre dans la boîte aux lettres de la poste à l'Épange. On va en reparler aussi. Et dans cette lettre, il y a écrit « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Franchement, c'est très, très vénère. Hein. Très grosse somme, quand même. Très grosse somme, mais il prend quand même le risque d'aller à la poste en plein milieu du village. C'est pas non plus la poste du Louvre, tu vois. Il y a quand même... il y a pas beaucoup de passages. Ils se connaissent tous, a priori. Donc, et c'est ça qui rend le crime encore plus exceptionnel, c'est qu'il est revendiqué. Très très sang-froid, en fait. Parce qu'on rappelle qu'on vient de découvrir le corps et qu'il a dû certainement poster cette lettre en même temps, quasiment, quoi. Ouais. Petite carte, Yéna. Ouais. On va pas demander la préméditation parce que là, quand même, c'est extrêmement clair qu'il y a une préméditation, mais le fait de basculer, il y a quand même un grand step entre j'appelle des gars et j'envoie. Je connaissais pas cette histoire de j'envoie les ambulances, mais c'est l'équivalent très méchant de j'envoie des pizzas. Tu veux dire, est-ce que ça avait été prémédité? Non, est-ce que il a toujours été question de tuer l'enfant? Est-ce que c'était prévu? Ok. Sachant que le crime intervient à un moment où le corbeau se taisait. Oui. Parce que je pense que c'est ça qui leur a fait aussi supporter il y a eu des harcèlement de toutes ces années, c'est qu'il y avait des périodes de silence aussi. On va voir. Et bon. Mais il se passe quand même quelque chose juste avant le crime. J'ai re-regardé le docu Netflix pour vous. Donc je suis très aussi, moi, je l'ai pas fait parce que on enregistre plusieurs émissions, tu vois. Oui, préserve-toi. Mais en tout cas, je vous conseille, c'est vraiment le meilleur, le meilleur truc que j'ai pu voir sur l'affaire, où j'ai découvert encore des trucs que je savais pas. Oui. Et où il raconte en tout cas que quelques jours, vraiment 2 jours avant le meurtre du petit Grégory, Michel Villemain, donc le frère du père de Grégory. Je sens que tu l'as dans le nez. Le frère de Jean-Marie. Non, mais moi, je vous livre les faits. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle. Il vient visiter son frère, il vient boire le café, quoi, et il observe que il a un nouveau canapé, et il dit « Ah, ça, c'est vraiment un canapé de chef. » Et Michel Villemain, c'est un pote de Bernard Laroche. Okay. Mais nous y reviendrons. Oui. C'est bizarre. Mais ça se passe 2 jours avant le crime, quoi. Mais les gars, ils ont les nerfs. Parce qu'il a un nouveau canapé. Il n'y a pas à tuer des gens pour des canapés. Écoute, en même temps, ça dépend du canapé. Je suis très pointillée sur les canapés. Ne me lancez pas sur cette conversation qui va vraiment. Ok, donc est-ce que c'était prémédité? Je vais tirer une carte, et évidemment, on le rappelle, aucun tirage ne se substitue, en aucun cas, à une enquête policière et encore moins à un diagnostic professionnel, médical, psychiatrique, psychologique. Voilà. Mais on est quand même là pour résoudre l'affaire. On est quand même là pour résoudre l'affaire. C'est parti. Page de coupe. Alors, page de coupe, on va être sur le page de coupe, c'est le valet de coupe, marque quelqu'un de très émotivement influençable. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va réagir sous le coup des émotions. Donc je te dirais, si je devais répondre, le crime a-t-il été décidé longtemps à l'avance? Pas vraiment longtemps à l'avance. C'était peut-être quelque part dans un coin de la tête, mais c'est plus une réaction immature, émotive à une situation. Donc ça pourrait être effectivement le coup du canapé, une montée de nerfs, une montée de seum, et je lance le plan. Voilà. Donc pas longtemps à l'avance. On a oublié de te poser la question, Camille, c'est quoi ton rapport à la cartomancie, à l'astrologie? J'adore, je regarde plein de tirages sur YouTube, je me surveille parce que je peux devenir accro, quoi. J'ai plus envie vraiment de prendre de décision depuis que je regarde les tirages. Je suis heureuse que les cartes dirigent ma vie. C'est très bien. C'est comme ça. C'est très bien pour tous les gourous, ça fera leur affaire. Très bien. Parfait. Donc t'es absolument au bon endroit. Il me semble, oui. Oui, mais moi aussi. Pour se retrouver aujourd'hui.
Exactement. On va Euh, parler des premiers suspects ouais. à ce moment-là. L'enquête, elle est confiée au juge Jean-Michel Lambert à Épinal. Vous avez une opinion sur Jean-Mich? Ah bah, Alors, Jean-Mich, là, au moment de Voilà, sa non. nomination, on n'a pas d'avis, Parce que mais vous avez des avis sur tout, c'est non, pour oui, ça. non, mais le petit juge qu'on appelle. En fait, c'est sa première grosse affaire. Il a 32 ans, donc voilà. Première grosse affaire, deal with it. Bonne chance, Jean-Michel. Mais Et puis, moi, on j'ai y un va. avis sur lui dans 10 ans. Enfin, dans 10 ans, à partir D'accord. de maintenant, de la chronologie. Mais oui, on sait maintenant qu'il n'a pas très bien géré son affaire. Il a fait du mieux qu'il a pu, quoi. Non, Non. non, non, je crois pas. Non, il n'a pas fait du mieux. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a quand même tout balancé à la presse en temps réel. Tu spoil. Parce qu'avant C'était ça, un Natasha Noir, lui aussi. C'est mon avis. oui, si tu veux, oui. Mais avant ça, il a quand même fait la fameuse dictée. Moi, c'est un fait qui m'a toujours fait un peu sourire. 140 membres ou proches de la famille Villemain sont soumis à ce qu'on appelle l'épreuve de la dictée, sous contrôle des gendarmes, donc c'est très sérieux, et ils vont recopier des pages d'écriture, dont, évidemment, le texte du dernier message du corbeau. Voilà, c'est pour faire certainement des comparaisons graphologiques. C'est le début du long travail graphologique et tous les soupçons, à ce moment-là, directement, se tournent sur Bernard Laroche, qui est le cousin germain de JM. Oui. Malheureusement, on remet dans le contexte, en 84, il n'y a pas d'analyse ADN. Ouais. Donc, il aurait suffi de Oui, à ce moment-là, prendre le timbre léché par le corbeau. C'est On ouf, aurait si vite su, quoi. Ouais, Et- mais hélas. Hélas, ils ont que ça comme Ça. outil, les expertises graphologiques, et c'est pas un truc très scientifique en réalité. Non. Ça dépend de l'expert qui est là, quoi. C'est trop tard pour prendre les timbres et tout. Ouais. Je crois que quand les enquêtes ont été successivement rouvertes, il y a eu des prélèvements ADN, mais c'est très. Oh. Alors, j'allais dire, c'est très difficile et à la fois, il suffit d'un. Je ne connais pas l'unité, une micro. Un petit bout d'ADN. un petit bout d'ADN pour que ça fonctionne. Mais aussi, ils sont tous scannés. C'est ça le problème. Ouais. Et puis, beaucoup de gens ont touché l'épreuve en 45 ans aussi. Quoi. Ouais. Quel dommage. Ça m'énerve. Alors, c'est tu vois, très c'est à énervant. partir de ce stade-là, dans le docu, et à chaque fois que je lisais, je devais m'accrocher parce que moi, j'ai un problème, je sais pas si ça vous le fait. Moi, dès qu'il y a c'est le cousin de la sœur de machin, je suis perdue. Alors, à Faire- plusieurs Faire des reprises. schémas. Moi, j'adore les schémas, puisque je suis une petite névrosée. À plusieurs reprises, je les ai pas fait. J'ai été sur Internet et il y a des très beaux Ah ouais, des arbres. arbres. Ils sont pas beaux, c'est vraiment des arbres Ouais. généalogiques de la famille. En fait, tout le monde aime mettre toute la famille, alors que toute la famille déjà de Christine, on s'en fout. Elle n'a pas lieu d'être. Et oui, ils sont beaucoup. Ils ont tous des noms composés. Enfin, ils sont compliqués. En tout cas, Non, parce On va que tu essayer vois, de- par exemple, Marie-Ange Laroche. Ouais. Marie-Ange Laroche, on te la présente comme la femme du cousin de Jean-Marie, mais c'est plus facile de dire, c'est juste la femme de Bernard Laroche. oui. Tu vois, Et tout qui est simplement. Bernard Laroche, Yéna, je vous le demande. Le cousin germain de JM. Bah, tu vois, t'as capté. Oui, bon, bref. En fait, elle appelle les gendarmes depuis un café, je crois que c'était un café. Tu connais ce coup de fil? Ouais. Moi, je le connais pas. Je l'ai découvert en préparant cette émission. Donc, en fait, Maline, elle appelle, enfin, Maline, pas depuis chez elle. Et en fait, elle, son but, c'est d'orienter les soupçons vers le frère de JM, qui s'appelle Jackie, et vers sa femme. Donc, c'est un comportement qui, déjà, va attirer l'attention des enquêteurs parce que c'est un peu sus, comme... Sus, ouais. Sus, à la française, je te le dis. On C'est ne un rend pas peu la même chose, non, par mais contre. suspect. C'est un peu suspect. C'est un move chelou. Bah c'est ouais. pas chelou, c'est vraiment. Déjà, il est un peu suspect avec la grapho. On est le 22 octobre, sachant que le 31 octobre, Camille, il y a la première garde à vue de Bernard Laroche. Alors là, il y a un gros sujet, Bernard Laroche, et maintenant. Je voulais en parler avant, c'est maintenant qu'il faut en parler. Donc, il est en garde à vue parce que, sur les bases de l'expertise graphologique, qui sont ce qu'elles sont, effectivement, à cette époque. Le lendemain, il est libéré parce qu'il a un alibi. Et quelques jours plus tard, le 2 novembre, il y a la séquence classique, désormais classique, de cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé entre Bernard et notre amie Muriel, que tout le monde... J'ai lu son livre. Alors, Muriel, restée accrochée, c'est donc la sœur de Marie-Ange, qui est la femme de Bernard. Mais comme elle est jeune, elle a 15 ans à l'époque, on dirait pas que c'est sa belle-sœur, on dirait une petite cousine, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est donc la sœur de sa femme, à Bernard Laroche. Et la petite Muriel, elle raconte aux gendarmes, puisque c'est les gendarmes qui sont en charge de l'enquête à ce moment-là, que Bernard est venu la chercher au collège, donc elle n'a pas pris le bus comme d'habitude. Elle est montée dans la voiture de Bernard. Ils sont allés chercher le petit Grégory. Bernard est sorti de la voiture avec le petit Grégory et il est revenu sans. Ça, c'est ce qu'elle dit aux gendarmes. Moi, je la crois 100%.
T'es pas la seule. Et c'est là qu'on peut un peu détester le juge Lambert, puisque c'est un vendredi soir. Les gendarmes disent, faut absolument que vous auditionnez cette Muriel. Et le mec dit, non, j'ai tennis, ou je sais pas, il part en week-end. Oh Non, là mais il là. a un sup. Au lieu de peut-être protéger ce témoin clé, il la renvoie dans sa famille, en fait. Et lui, Bernard est inculpé direct, en fait, d'assassinat. Sauf que elle est renvoyée chez Laroche et compagnie. Et ça se passe pas très bien. Alors, je cite, elle dit avoir été lynchée par sa famille pour avoir parlé. Et donc, là, il y a un move. C'est au lieu d'aller à la police pour se rétracter, la famille de Muriel dit à la presse, venez, faisons un petit brunch. On a des trucs à vous dire. Tout a été très mal foutu. Tout le monde est un peu... ça dépasse déjà tout le monde, quoi. Et elle se rétracte. La séquence culte qu'on connaît de Muriel Boll, c'est la première fois qu'elle se rétracte. Et c'est face à des caméras. Est-ce que tu as envie de nous citer ce qu'elle a dit, ou on mettra une petite incruste en post-prod? Bernard l'est innocent, mon frère l'est innocent. Ah, tu l'as bien fait. Mais ça fait tellement rager, quoi. S'il avait seulement gardé le vendredi soir au lieu d'aller au tennis, ce grand con. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est en public, c'est face aux journalistes, et c'est cultissime. Je crois pas que quelqu'un ignore, quelqu'un de notre génération n'ait pas au moins entendu parler de cette séquence. Et donc, le ne serait-ce que parce que c'est revenu pendant le Covid, le pangolin, les innocents. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qui l'a fait revenir, j'avais pas vu. Ouais, Internet, n'oublie pas, vraiment. Non. Et le 4 février 85, Bernard Laroche est donc libéré. Et les analyses grapho, elles ont été annulées pour vice de procédure. Je sais pas trop pourquoi. C'est pas. Tu sais toi pourquoi? Oui, vice de forme. Non, je sais pas. Je pense que c'est assez facile, de supprimer des preuves pour vice de forme, quoi, quand on connaît la loi. Ce qui n'est pas mon cas. Mais... Toi, tu crois à quelle version, Camille? Parce qu'à un moment donné, on va se mouiller un peu. Là, il y a Muriel Boll. On va commencer à émettre des hypothèses. On peut s'interroger. Oui, sur le fait, parce qu'ensuite Muriel, elle dira qu'elle a été brusquée par les gendarmes, qui lui ont mis des mots dans la bouche, qui lui ont en gros dessiné un plan du trajet et qu'elle aurait juste eu à dire oui. Bon, alors que ces gendarmes, ils ont l'air tellement des gendarmes à l'ancienne, naïfs et professionnels. Tu sais, le capitaine Sesma, là, il a l'air si gentil. Tu le vois pas trop brusquer l'adolescente, quoi. Ils essayaient quand même, j'ai l'impression, de bien faire leur travail. Et bon, en fait, c'est difficile d'imaginer que ça puisse se passer autrement, qu'elle rentre dans sa famille, on lui tombe dessus, change de ta version. Et ensuite qu'elle revienne... Donc, toi, t'es V1. On a envie de croire en cette V1, quoi. On est au début. On aura le droit de changer d'avis. Mais quel intérêt elle aurait d'inventer spontanément cette V1 déjà? De dire oui, effectivement, je l'ai vu, on était dans la voiture, Grégory, il est pas... Enfin, c'est bizarre. Pourquoi dire ça? Des collégiens confirment qu'elle n'était pas dans le bus ce soir-là. Après... C'est difficile les témoignages dans cette affaire parce qu'on est dans un petit village, on ne sait pas s'il y a aussi des trucs personnels qui se jouent, le fait que les médias soient là, des gens qui ont envie de prendre la lumière, donc... J'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse, parce que je ne sais pas pourquoi tu n'as pas posé cette question, mais moi je vais vous la poser à toutes les deux. Il faut savoir que Yéna a une petite passion pour le dark tourisme. Qu'est-ce que le dark tourisme? Tu ne connais pas le dark tourisme? Non. J'adore. Ça fait peur. C'est dans le titre. C'est un peu une activité de zinzin qui consiste à, quand tu choisis un endroit, tu aimes bien aller visiter les lieux à l'endroit où il s'est passé des petites dingueries, quoi. Des hôtels hantés, des trucs comme ça, tu vois. Comme ça, une activité comme une autre, j'ai envie de te dire. Ça détend en vacances, ouais. Toi, déjà, est-ce que ça peut être ta cam? Ça pourrait être ta cam? Non, je crois pas. Non, mais alors, il y a des trucs très glaucos, mais il y a aussi des gens qui font... alors, il y avait un très bon doc Netflix qui est plus... ils n'ont plus les droits de diffusion, donc il faudra le retrouver autrement, mais qui s'appelait Dark Tourism, en 7 épisodes, où un journaliste faisait du dark tourisme un peu partout dans le monde, et par exemple, il payait un gars pour faire le parcours, un parcours en Colombie sur les traces de Pablo Escobar. Je crois pas qu'il y avait d'armes incluses, mais bon, tu vois, ça peut aller de là à faire des trucs vaudous au Bénin, où Yéna a fait... elle a pas pu rentrer... Il y a des tueurs en série, Manson, les Cecil Hotel et tout, j'y vais. Voilà, moi non. Si on pose pas la question, mais autant vous dire que je reste chez moi. J'accepte, je découvre ce concept. Voilà, est-ce que... à partir de ce moment-là, dans l'histoire, à l'Épanche-sur-Vologne, quand même, ça devient... la zinzanerie, il y a la presse, jusqu'à maintenant, il y a énormément de dark tourism. Est-ce que vous, au-delà du fait que les Vosges, ça n'a pas l'air d'être très funky de manière générale pour la température en vacances, mais est-ce que ça peut être votre cam d'aller voir
Euh, alors pourquoi non là-dessus et oui sur Cécile Hôtel? Parce que tu dis non pour ceux Non, qui parce nous que je écoutent sais pas sans nous comment voir. t'expliquer. Ah, parce que peut-être c'est l'endroit où il y a eu une victime. Et pas. Enfin, je sais Pourquoi pas au comment dire. Cécile Hôtel, il y a personne Ah non, meurt? Cécile Hôtel, non, mais je sais pas. Là, c'est un enfant, je sais Ok, pas. donc c'est pour savoir où se situe Je sais ta pas. jauge Ouais, non. d'acceptabilité. Oui, non, ça. non On voit plus. dans le docu Netflix des gens qui viennent Oui, au et cimetière faire et voir la des, tombe de des Grégory. pèlerinages carrément, quoi. Ouais, Ouais, mais qui non. disent tous non, mais nous, c'est juste on Oui, passait bien là, sûr. Ouais, quoi. bah oui, à C'est l'éponge. l'occasion qui a fait le larron, Oui, quoi. voilà. Mais ouais, ça, c'est un peu problématique, quoi. Mm. Ouais, mais c'est surtout sur une affaire comme celle-ci où, bien, même 40 ans plus tard, vraiment, les gens ne s'arrêtent pas. Faut passer à autre Bah, la chose. preuve qu'on passe vraiment à autre chose, puisqu'on en reparle encore. Ouais, aujourd'hui. Ah non, mais il faut passer à autre chose, en fait, on va pas faire des podcasts Non, dessus mais non vraiment, plus, quoi. Par Sans- contre, il y a une chose, c'est que Jean-Marie Jean-Marie Villemain, pour lui, il est convaincu que c'est nanar, quoi. Bah oui. Donc déjà, on ne demande pas aux cartes parce qu'en fait, on est là pour ça. Bon, on a toute notre intime conviction. Les meufs sont vraiment juges. On a toute notre intime conviction pour ce qu'a dit Muriel Boll, mais Ouais, on peut poser une petite question sur Ouais. Muriel. Véan, vous l'avez deux. ouais, non. Est-ce que Qu'est-ce qui se Bernard passe est innocent? Ouais. Déjà, regarde ça. Non, bah ou est-ce que qu'est-ce qu'on Comment peut se demander? passe cet interrogatoire Comment quelque chose sur le moment où elle livre cette première version. Ok, interrogatoire. Parce Mais que donc, du les coup, est-ce qu'elle a dit la gendarmes vérité? bolos. Est-ce qu'elle a dit la vérité lors du premier interrogatoire? Comme quoi, effectivement, elle n'a Tu pas peux en pris. poser une deuxième, mais on peut aussi demander si les gendarmes la bolossent. Fin Voilà. de point d'interrogation. Est-ce qu'elle a dit la vérité? Ah, attends. Oui, parce que peut-être qu'elle n'a pas eu le temps d'être brief non plus. L'as de bâton, oui. Elle a répondu de façon... L'as de bâton, c'est l'initiative, c'est le mouvement, c'est l'impulsion. C'est répondre de façon spontanée. Il n'y a pas vraiment de calcul dans un as de bâton. Donc, elle a répondu aux questions qu'on lui a posées, quoi. Merci à tous d'avoir regardé Merci. cet épisode. On a réglé ça. Il reste 18 Ah ouais, non, pour moi, mais oui, mais- c'est limpide. mais C'est après- oui, on lui a posé une question, elle n'a pas réfléchi, elle a répondu, quoi. C'est Elle a dit, spontané. C'est la spontanéité. Ah ouais. Ouais. C'est ce que je crois. Hein. Non, mais moi aussi, mais tout le monde le croit. Mais Maintenant, est-ce que La Roche était seule? On va en reparler. Ah oui. C'est vrai. Après, une fois encore, excusez-moi, je sais que c'est le plus grand fait divers français. Machin. Beaucoup de dos, hein, mais tout ça pour un canapé. Quoi. On est 41 ans plus tard, Oui, comme c'est trois peut-être une bouffons, accumulation de à parler d'un petites choses. canapé Attends, casto, quoi. il y avait eu un sac à main pour sa femme le mois d'avant. Il y avait peut-être eu une nouvelle cafetière 2 mois auparavant. Tu sais pas, hein, le canapé, c'est la goutte d'eau, quoi. Vous êtes très à cheval sur le café, vous deux. C'est pour ça. Moi, je. Puis tu sais, il est passé contremaître symboliquement, ça l'a sorti de la condition condition, d'ouvrier dans ouais. laquelle ils étaient Non, tous. ça, Et bon. Ouais. Non, mais on est d'accord que ça n'excuse pas de tuer un enfant de 4 ans, mais... Non, mais on se pose souvent pendant d'autres épisodes pour des trucs aussi archi graves. Non, mais quand même, tuer ta femme au lieu de la quitter, tuer les 3 enfants. Bon, tous les gens sont un peu starbos, c'est surtout ça, c'est pas nous la C'est boussole. Mais c'est ça aussi qui a fait que la France s'est passionnée pour cette affaire, parce que ça a l'air... C'est le crime le pire de tuer un enfant, et ça a l'air tellement gratuit, quoi. Le mobile n'est pas satisfaisant, quoi. Ouais, on reviendra sur le mobile, évidemment. Tu t'en douteras, autant de cartes ne peuvent que nous répondre. J'ai hâte. On n'est pas les seuls, ni les cartes, à être convaincus que Bernard Laroche est coupable, puisque Jean-Marie Villemain, est convaincu lui aussi. Donc, il va faire ce que les gens font quand ils sont convaincus de la culpabilité de quelqu'un. Le 29 mars 85, 7 semaines après la libération de son cousin Bernard Laroche, Jean-Marie Villemain se rend devant la maison de son cousin avec un fusil. Et il se passe quoi, Camille? J'ai envie de te faire raconter ce genre de truc. Au lieu de te faire théoriser sur la presse. Il faut dire que... Mais oui, mais on peut parler de la presse. On va en parler juste après. Ok. Ils échangent quelques mots et globalement, ils tirent dans la poitrine de Bernard Laroche, quoi, qui s'effondre devant chez lui. Et qui meurt sur le coup. Et donc, la presse a joué un rôle là-dedans, dans le sens où la France entière voulait un coupable. Quand on inculpe Bernard Laroche, on se dit enfin, il y a déjà pas mal de... Je crois, il y a quand même quelques semaines qu'on passait entre le meurtre et cette inculpation. Ouais. Et là, on croit enfin tenir quelqu'un, il y a une forme de résolution, quoi. Et le fait que la presse s'acharne sur cette piste convainc aussi Jean-Marie, qui est aussi en contact direct avec des journalistes, avec Jean Kerr de Paris Match, qui est sans arrêt chez eux. Et qui adhère à cette thèse a priori, quoi. C'est le truc le plus, je trouve, le plus triste. Enfin, évidemment, c'est la mort de Grégory, mais dans cette affaire, moi, c'est toujours le truc qui m'énerve le plus. Le fait qu'il ait pris une arme et qu'il soit parti tuer Bernard, parce qu'il nous enlève aussi les réponses potentielles.
Et il prend pas la peine de lui demander « Et pourquoi Bernard, tu fais ça ?» Bam, il lui tire dessus direct. Demande-lui Je sais avant. pas si c'est ce qui me rend le plus triste, vraiment. Ouais, moi oui. Non pas que je sois pour faire justice, soi-même, c'est pas ce que je dis, ne mettez pas des mots dans la bouche, mais Oui, mais en faisant ça, il nous a mis des bâtons dans les roues pour notre enquête. Ouais, oui, d'accord. Tu vois C'est bien ce que Jean-Marie Villemain, oui. On va parler de la condamnation, évidemment, de Jean-Marie Villemain qui a écopé d'une peine de prison pour le meurtre de son cousin Bernard. Mais avant, on va écouter des petites pubs. On est Jean-Marie Villemain. Alors, c'est pas tout de suite. C'est un petit peu. On fait une petite ellipse temporelle, Camille et Yana, parce que le meurtre de Laroche a lieu en 85. Mais Jean-Marie, il est condamné qu'en 93. Ouais. Pour, Il se rend à la police, en tout cas, une fois qu'il a tiré c'est vrai qu'il cousin. Est de bonne composition. Il se rend aux gendarmes, je pense. Et ouais, vas-y, pardon. Non, j'étais en train de me demander quelle est la différence entre la police et les gendarmes. Je crois que je ne sais pas. Bah, ce n'est pas la même institution. Oui, quoi. non, oui. Les gendarmes, c'est l'armée et gendarmes, la police, c'est pas l'armée. C'est les autres, c'est les fonctionnaires. Je sais pas. Mais bon, quelqu'un, j'irai chercher. Quelle est la différence? Oui, il se rend de lui-même et il est condamné qu'en 93 à 5 ans d'emprisonnement. Mais il a fait du temps en détention provisoire. Donc, en fait, quand il est condamné en 93, il sort quasiment directement. Ouais. Et donc, voilà, il a pratiquement tout purgé en détention provisoire. Pour toi, Camille, c'est de la vengeance, du désespoir? C'est quelle vibe on peut imaginer le désespoir et la soif de justice, quoi. Et le fait de voir depuis plusieurs semaines l'enquête qui patine, qui avance pas, et d'être fixé comme ça sur quelqu'un, ça lui a apporté une réponse. Mais c'est étonnant parce que ce qui a mis aussi le feu aux poudres médiatiquement, c'est que Jean-Marie, au tout début de l'affaire, vraiment le lendemain ou le surlendemain du meurtre, dit à la presse « Oui, j'ai une idée de qui est le coupable. Oui, j'ai mon intime conviction. » Et une fois qu'on lui dit que c'est Laroche, il dit qu'il est surpris quand même. Donc, c'était pas ce à quoi il pensait de prime abord. Donc là, il y a un petit flou. On n'a jamais su vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire dans c'est une de ses premières interviews où il dit « Moi, je sais qui c'est. » Et où il attend quand même que la justice fasse son travail jusqu'au moment où il craque psychologiquement. Mais en attendant, Laroche est le seul suspect que la police met en avant. À ce moment-là, avant qu'il soit tué, c'est la seule personne qui est désignée comme coupable. Et aussi, il faut dire qu'à ce moment-là, sa femme commence à être soupçonnée dans les médias, qu'elle est à l'hôpital, je crois, parce qu'il va la voir à l'hôpital pour lui dire qu'il a tué Laroche. Elle est à l'hôpital parce que tout ce battage médiatique, etc., elle l'épuise. Je ne sais pas si elle n'est pas déjà retombée enceinte même. Elle est enceinte à peu près dans ces eaux-là. Je ne sais pas exactement quel était le jour de la conception, de l'enfant. Je vais pas. Mais oui, en tout cas, quand elle est en juillet 85, quand l'enquête bascule, on va en parler tout de suite. En plus, c'est ta spécialité, donc on va vraiment te dérouler. Elle est déjà enceinte. En juillet 85, donc on peut imaginer qu'en mars, à quelques jours, quelques semaines près, quand son mari tire, elle est déjà pas loin. Quoi. En tout cas, elle est à l'hosto parce que tout ça l'atteint terriblement, quoi, et on peut imaginer son impatience à lui de son côté, quoi. T'imagines l'ambiance quand elle rentre à la maison? Ah bah, enfin, ouais. Wow. Il faut rappeler aussi qu'ils sont super jeunes. Je crois que Christine, elle a 22 ans. Oui, quoi, c'est des tout jeunes. C'est d'autant plus... Christine, elle rentre, a perdu son fils, et son mec, il a fait une dinguerie. Ouais, on peut se reposer 2 secondes non. Mais c'est ça aussi qui fait que cette affaire devient de plus en plus folle. C'est qu'il y a un meurtre après le meurtre. Tout ce qui peut mal se passer se passe mal, fait, dans cette affaire du début à la fin. Et avant qu'on parle de Christine Villemain accusée, j'aimerais quand même parler de la presse un peu plus en détail. Je vais prendre des petites fiches, car je n'ai pas tout retenu. Donc, on a parlé de la fameuse photo prise le 16 octobre, le jour où il retrouve le corps dans les Panches-sur-Vologne, ce cliché qui fait le tour de la France. Le jour des obsèques, quand même, je crois que justement, dans le documentaire Netflix, ils en reparlent. Le jour des obsèques, c'est un cirque, le 20 octobre. Complètement. Il y a des caméras cachées, comment on appelle ça? Il y a des débordements. Des micros qui sont un peu déclenchés par les RTL, les machins, pour essayer de choper des quotes, des verbatims. Et puis, les Panches-en-Vologne, c'est un délire, il y a toute la presse du monde. Et surtout, à partir du moment où Laroche est désigné suspect, les médias font leur une avec des titres comme « L'assassin Laroche ». Donc, même si tu t'y crois pas,
Oui, même le fait qu'il soit inculpé suffit aux gens pour penser qu'il est coupable, en fait. Faut avoir un petit cardio, quoi. Alors, on a parlé du juge Lambert, du petit juge qui, lui, a violé toutes les possibilités, enfin, tout ce qui était possible dans l'instruction, y compris en balançant des infos à des journalistes. On peut rappeler qu'il y a eu un journaliste qui s'appelle Bézina, qui était pigiste pour toute la Terre. Et lui, il avait des infos en direct avec, par le petit juge, le juge Lambert. En fait, le juge Lambert, il a été après plus ou moins théorisé qu'il était fasciné par les médias et qu'il avait un peu un syndrome de... C'est quoi ce truc? J'ai oublié le nom. C'est un nom du personnage principal, non? Oui, exactement. Ouais, je cherchais le mot en anglais. Il mais faisait des suspens. Il y a des cadavres dans le placard. Vous allez être épaté, vous allez être effaré de ce qui va être révélé. T'as déjà eu des images de ce gars? Non, mais en fait, t'as direct envie de le claquer. T'as envie de dire, t'es pas si intéressant que ça. Gars, en fait, c'est pas toi le plus intéressant. Mais oui, non, mais... Et il voulait qu'il y ait des scoops, comme on disait en 85. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Jean-Kerr, qu'on voit aussi dans le documentaire Netflix. Jean-Kerr, tu peux nous raconter, qui était donc le correspondant par les matchs, sa place si particulière dans cette affaire? C'est vraiment un journaliste des années 80 et coco avec son appareil photo autour du cou, les pellicules dans les poches, et il fait des images pour Paris Match, quoi. Donc il y a aussi la question de savoir s'il y aurait pas des images qui ont été mises en scène avec des jouets qui ont été apportés sur la tombe de Grégory. En tout cas, lui, il arrivait à gagner la confiance des familles, à rentrer chez eux, à piquer tout ce qu'il y avait dans les albums photos, à les faire poser tous autour de la table. Donc il ramenait des images assez exceptionnelles, quoi, très proches de la famille. Presque en immersion. C'est lui la photo, je crois, tu sais, avec le sac, le bac de sable là, devant la maison. Je sais pas si c'est lui. Je crois. Le petit tas de sable devant chez Villemain. Oui, il aurait pu aussi rajouter des petites voitures, ça a été dit. Jusqu'à maintenant, il n'a pas une excellente réputation. Pourtant, il a fait grande carrière. En tout cas, moi, quand j'ai découvert plus précisément quand j'ai vu le documentaire, et je me suis dit, on aurait pu s'en passer. C'est des méthodes un peu... parfois, il déclenche des magnétos en loose day. Et puis, moi, ça balance moi, je pense que j'aurais été comme ça. J'aurais été ce type de... En paparazzi, si t'avais été paparazzi. Un peu sensation, tu vois, genre... pas très réglo, quoi. Et puis, les méthodes à l'ancienne. Je pense qu'il joue du fait aussi que cette famille, elle est donc dans un état pas possible, désespérée, des gens peut-être qui n'ont aussi jamais eu de contact avec les médias. Et bien sûr, oui. Attends, non, je retire ce que j'ai dit. Non, attends, et en plus, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. On parle d'une meuf qui, tout à l'heure, ne voulait pas demander un sac dans une boulangerie. Et là, elle me dit, je serais pas très réglo. En paparazzi, meuf, tu serais très réglo. Tu demanderais des autorisations de captation. Voilà, j'aimerais remettre ça en place, quand même. Je veux bien qu'on projette, mais t'as raison aussi, c'est pas des... Et c'est nouveau à l'échelle nationale. Le fait qu'il y ait des magazines avec des photos en couleur, c'est vraiment un moment charnière aussi dans les médias. Et donc, les gens n'ont pas forcément le recul de savoir ce que ça va donner, quoi, quand ils s'ouvrent à la presse. Et de mesurer à quel point ça va feuilletonner, quoi. L'enquête, elle va basculer et... Là, on va te laisser nous en parler, parce que maintenant qu'on sait que c'est ta spécialité absolue quand Christine Villemain a été accusée, c'est assez fou de toute façon. Tout ce qu'on a dit, c'était déjà zinzin, mais là, on bascule dans une dystopie. Le juge Lambert change de cible. Tiens. Et il prend pour cible la maman de Grégory, avec une nouvelle expertise graphologique qui va désigner Christine Villemain comme étant le corbeau. Alors là, on dit, what the fuck? Christine Villemain, qui se sera envoyé donc des lettres à elle-même pendant des années. Il y a eu un élément spécifique, c'est que on l'aurait vu à la poste. Il y a 3 filles qui disent qu'elles l'ont vu. Des lambda meufs. C'est les filles de la poste, quoi, comme on les appellera, qui disent qu'elles ont vu Christine Villemain poster une lettre le jour du meurtre. La fameuse Christine Villemain lettre, dit non, c'est faux. Elles disent que j'avais telle veste la veille, j'ai envoyé telle lettre à un truc de vente par correspondance. Et ça, en fait, c'est assez vite vérifiable, quoi, que la lettre a été postée en réalité la veille. Oui, il y a ce qu'on appelait à l'époque, pour les plus jeunes d'entre nous, le cachet de la poste qui fait foi. Mais oui, c'est vrai, en plus. Et c'est exactement le terme. Tout à fait, faites vos impôts. C'est comme ça qu'on a pris ce... En plus, elle est enceinte de 6 mois à ce moment-là. On est en 5 juillet 1985. Et elle est inculpée d'assassinat. C'est quand même assez ouf. Sur base de quoi? On ne sait pas trop, au final. C'est le juge, Lambert. Il a dit que... Oui, c'est ça. En fait, la grapho, qui est la même méthode que pour Bernard Laroche. Ouais, donc qui est un truc assez qui n'est pas très solide en réalité. Un peu nébuleux. Mais il y a aussi le fait que
la gendarmerie et la police se font une guerre, en fait. La police veut récupérer cette affaire. Le chef, à ce moment-là, c'est Jacques Corazzi, il s'appelle, le chef de la SRPJ de Nancy, je crois. Qui a l'air vraiment d'être un super con, vraiment. C'est sûr qu'on n'est pas entouré par les... Alors qu'on adore la police, c'est vraiment pas le problème. Mais qui dit quand même à un moment dans le docu que Christine Villemain, disons les choses, a été excitante quand même. Quoi. Non, mais voilà, c'est ça, c'est que à partir de... loupé ça. Mais il dit ça dans les années 2020, quoi. C'est ce qu'il pense encore actuellement, quoi. C'est-à-dire que le gars, rétrospectivement, 40 ans plus tard, sa seule info sur la meuf, c'est elle était excitante. Et je vais le dire en public parce que je vois pas où est le problème. Donc tu peux imaginer, tu vois, le niveau. MeToo n'est pas passé par là. Il n'y a pas eu des milliards de meufs dans le monde qui ont dit que c'était problématique. Et il y a ce journaliste dont tu parlais, Jean-Michel Bézina, qui lui très tôt pousse cette piste de la mère coupable et qui, tu l'as dit, pige pour 1000 trucs. Donc, dès qu'il écrit un truc, ça fait caisse de résonance et ça se répercute dans tous les médias. Donc, il a ce poids aussi. Et ça finit par former deux clans, quoi. T'as les gendarmes, les journalistes pro-Villemain qui défendent Christine et qui adhèrent plutôt à la thèse, c'est Bernard Laroche qui est coupable. Et une autre team avec les avocats de Bernard Laroche, ces journalistes-là et la police qui, eux, vont pousser la thèse de la mère. Et en fait, c'est assez... Enfin, comment dire ? Il y a aussi le fait qu'il faut vendre du papier, quoi. Bah oui, c'est ça, je comprends. Moi-même étant journaliste. Voilà. Toi aussi, tu le comprends. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que tuer un enfant qu'il ait été tué par sa mère Et puis tout est titré, tout est putassier. On la traite de monstre, de sorcière, de mère infanticide. Ouais, et en plus, regarde, ça n'a pas aidé le fait que JM tue, je persiste aussi, mais Bernard Laroche, parce que du coup, en plus, regardez, le pauvre Bernard, il a été tué. Le père est déjà pas très stable, vous voyez, c'est normal. Voilà, c'est la faute. Mais là, je pense vraiment que ce qui a été tiré, on remet en... Alors, non pas que ça ait changé, mais dans les années 80, le fil qui est tiré, c'est que la mère qui tue, la mère infanticide, c'est l'autoroute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as brisé ce truc-là du tabou absolu, tu tues ton enfant, c'est l'autoroute du sexisme. Et vraiment, elle est tout le temps traitée, ou infantilisée, ou traitée comme de sorcière. On sait maintenant que quand on traite les femmes de sorcières, il y a un vrai problème. C'est publiquement, il y a tous les gens de France qui parlent et qui débattent sur la culpabilité d'une mère et la culpabilité d'une femme. Et elle est traitée... Laroche, il n'a pas été traité comme ça. Ça n'a pas été la même chose. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est un monstre, elle est un monstre 100 fois plus puissant. C'est un monstre final, quoi, qu'un homme qui est un monstre, forcément. Ouais. Oui, et il n'y a pas besoin finalement vraiment de preuves, puisque justement, on a déjà tous ces mythes-là dans lesquels on peut faire rentrer cette histoire et qui sont des codes communs que tout le monde a, la sorcière, la marâtre, et qui vont en fait combler toutes les absences de preuves et tout ce qu'on n'a pas comme info pour vraiment inculper cette femme. On va boucher avec des trous d'imaginaire mythique qu'on a tous en nous, quoi. C'est trop intéressant parce que effectivement, c'est encore une affaire dans l'affaire. Ce qui est la fascination tourne autour de ça, c'est que c'est une affaire à tiroir, mais là, c'est une affaire dans l'affaire et c'est le traitement de la femme, la seule d'ailleurs, presque la seule. Alors l'histoire va nous montrer qu'il y aura d'autres femmes, mais à ce moment-là, Muriel Boll, c'est une enfant, donc bon, pas trop. C'est la seule femme. C'est la mère éplorée et c'est pourtant la victime de la presse, du jugement, du tribunal populaire, quoi. Bon, bien plus que... La bonne nouvelle, c'est quand même, elle va pas rester non plus en prison. Quand même. Elle est libérée le 16 juillet 1985. La chambre d'accusation de Nancy estime que les motifs de détention sont insuffisants. Ben, sans déconner, bravo. C'est-à-dire vraiment, il y a eu 2 analyses grapho. Mais c'est pas pour autant qu'elle... Bon, déjà, elle est condamnée par l'opinion publique et les médias, j'ai envie de te dire, et puis elle reste mise en examen, donc j'ai envie de... c'est presque foutu pour elle, quoi. Camille, tu sais s'il y a encore une équipe genre anti-Christine là, aujourd'hui en 2026, où ce truc a eu tendance quand même à... Je sais pas où en est l'opinion publique là-dessus, mais je pense que les gens qui ont vécu l'affaire à l'époque ont subi un tel battage médiatique autour de la culpabilité de la mère qu'il y a sans doute des gens encore aujourd'hui convaincus par ça. Puis c'est tellement satisfaisant, en fait. Quand on veut une résolution, et c'est comme une théorie du complot, quoi. C'est facile à comprendre. Ah, ça bouge toutes les cases qui étaient laissées vides, donc c'est facile d'y adhérer, en fait. Il y en a une qui s'est précipitée là-dedans, c'est Marguerite Duras. Ouais.
qui va à l'épanche sur Vologne, puisque donc il faut bien continuer à imprimer des journaux. Et comme l'enquête avance pas aussi vite que les journaux ne sortent, ils envoient Libé, c'est Libé qui envoie Marguerite Duras en juillet 85, qui va avec cet autre journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui lui fait un petit tour de l'épanche, et elle va devant la maison des Villemain et elle dit oui, le crime a existé et c'est un crime de femme, et elle écrit un papier Christine V, sublime, forcément sublime, où elle romantise complètement l'infanticide de Grégory, où il s'appuyait pas mal aussi sur... parce que il faut expliquer quand même pourquoi cette femme qui avait l'air d'avoir une vie très réussie jusqu'ici et un bonheur familial accompli aurait envie de harceler sa famille pendant des années, puis de tuer son propre enfant. Il faut quand même l'expliquer. Donc, il y a des théories comme quoi c'est un peu une Madame Bovary des Vosges. En fait, elle est triste et seule et elle mâche sa rancœur comme ça pendant des années avant de commettre l'irréparable. Je crois qu'elle s'appuie assez là-dessus aussi, Marguerite Duras. Et donc, mais on voit à quel point ça s'appuie sur rien, en fait, sur des totales fantasmes. Un avis sur ce niveau de sororité? Écoute, Marguerite, on ne te félicite pas. Marguerite, on n'a pas oublié. Hein. Ouais. Mais en plus, c'était un peu tordu, parce que c'était un peu un truc en mode, on peut la comprendre, quoi. En fait, elle a vengé toutes les mères oppressées par le patriarcat, quoi. Ouais, elle l'a pas aidé du tout, quoi. Elle a aidé personne, vraiment. Moi, j'ai noté qu'une seule quote de ce papier, qui est au début, qui dit « Dès que je vois la maison, je crie que le crime a existé ». Ouais, merci, on est au courant, quoi. Voilà. C'est-à-dire, et on précise, je ne sais pas si les gens le savent vraiment, Christine avait refusé de la rencontrer, quand même. Oui, elle a écrit vraiment en étant assise sur le tas de sable, sans interview, en fait. Bon, on va passer à autre chose, parce qu'on s'épargne. Allez sur Internet, si vous voulez lire ce torchon. On avance, l'instruction, c'est donc un naufrage. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et en 87, le petit juge, le juge Lambert, est dessaisi. Et la cour d'appel de Dijon confie... Tiens, tu me disais tout à l'heure que tu cherchais une maison à Dijon. Voilà. Ah, la cour d'appel de Dijon confie l'affaire à un nouveau juge qui s'appelle Maurice Simon. Et on recommence tout à 0. Voilà. Quelque chose à dire sur la fin du petit juge? Enfin, la première fin? Le petit juge, donc il part, il dit qu'il va aller faire de la rando, et parce qu'il continue quand même à être un peu dans les médias, donc tu le vois avec son petit sac à dos, et il écrit un livre qui s'appelle Le Petit Juge, où il raconte son quotidien de juge de province. Il est invité chez Bernard Pivot, il est très mauvais en interview. Et on reprend quand même un peu d'espoir avec l'arrivée de ce juge Simon, dont on dit qu'il est très rigoureux, que c'est un homme plutôt d'expérience. Il va tout reprendre depuis le début et être méthodique, vérifier chaque détail. Donc, on se dit, allez, il y a peut-être une chance. Let's go. On est à cette époque, on est en 87. Pas beaucoup... Enfin, ça fait 3 ans que C'est 3 ans? Non, je ne sais pas, oui, c'est ça. Quand même, hein. Ouais, ça fait 3 ans. Ouais, perdu pas mal de temps, quoi. Ouais, mais on a connu des affaires qui étaient plus lentes. Donc 3 ans, moi, ça me semble être dans le... Ouais. Bon, même si quelqu'un a peut-être dit à un moment que quelqu'un était coupable, ce n'est pas moi. En février 93, on boucle sur Christine Villemain. Elle bénéficie, comme tu l'as dit, d'un non-lieu pour absence totale de charge. Verdict inédit dans la justice. Inédit, exactement, qui équivaut presque à des excuses publiques de la justice, sauf que c'est pas des excuses publiques qu'on aurait quand même bien aimé pour cette pauvre Christine. Et elle est en tout cas blanchie. Elle sort de prison. Son mari, qui de toute façon avait déjà fait sa détention provisoire, tout le monde est... Vous pensez qu'elle a eu une compensation financière par rapport à ça? Ah, je crois. Je sais plus. Ah ouais. Je pense qu'on l'aurait su. Je pense que même si elle est blanchie, ça aurait fait mauvais genre pour l'opinion publique de dire, je sais pas si tu vois, de dire rembourser nos invitations. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle attaque. Ouais. Et je pense qu'elle avait assez de procédures judiciaires comme ça. Camille, puisque c'est le travail d'une vie pour toi, Christine. Je te lâcherai jamais, cri-cri. Est-ce que tu as des petites cartes, des petites questions à poser aux cartes autour de Christine, autour de Christine, ou autour de ce que tu veux. On te l'a dit, tu peux poser aussi des questions sur tes destinations de vacances. Moi, je suis toujours un peu bloquée sur Muriel, quoi. Donc peut-être on a envie de demander aux cartes. On revient un peu en arrière. On peut. Qu'est-ce qui s'est passé quand Muriel est rentrée chez elle, quoi? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas demandé. On a oublié. Désolé, on va reposer cette question parce qu'on va peut-être pas demander aux cartes si Christine a été accusée parce qu'elle était une femme. On le sait. Oui, ça c'est clair. Vraiment.
Allez, qu'est-ce qui s'est passé quand Muriel est rentrée chez elle? J'aimerais trop que tu aies une carte folle. Tu sais. 5 de coupe. C'est une carte du regret et des remords. Aïe, aïe. C'est la carte du poids qui pèse, du poids de la culpabilité. Donc, en fait, ça a dû être un giga chantage en plus de la... Tu vois, ça a dû être, voilà, à cause de toi, tu as pourri la famille. Enfin, j'en sais rien, mais c'est quand même... regarde, elle en a gros sur la patate. C'est un personnage, effectivement, qui a 5 coupes aux pieds et qui baisse la tête d'un air... c'est quoi l'adjectif Abattu. Ouais, accablé, abattu. Je pense que ça a été un peu des deux. Quand tu dis lyncher, oui, effectivement, la culpabilité, là, tout de suite. Donc, je sais pas sur quoi ils ont dû appuyer en termes de chantage affectif, mais ça n'a pas dû être très joli, quoi. Sachant qu'en plus, une fois que Laroche est tuée par Villemain, elle peut se sentir d'autant plus coupable. Quoi, qu'elle sait que, voilà. Donc toi, ce stade de l'histoire, c'est toujours ta théorie, c'est toujours Muriel a dit ce qu'elle avait à dire, c'est bien Laroche. C'est Laroche qui est allé dans la voiture avec le petit Grégory et on ne sait pas s'il l'a tué, en réalité. Toi, à ce stade, parce qu'en maintenant, il y a tous les plot twists des dernières années. Moi, à ce stade, c'est sûr qu'il est impliqué. Mais effectivement, est-ce qu'il n'est pas allé chercher le petit Grégory et qu'après, il l'a amené à quelqu'un? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. C'est bien pour ça qu'on est là. Il y en a qui voient bien qu'on essaie de... Et toi? Moi, je crois que tu m'as mis un peu le verre dans la pomme, Camille, en me parlant de Michel de manière extrêmement appuyée, avec les syllabes qui est son poteau, tu vois. Ouais. Sa femme, Marie-Ange, qui va chez les gendarmes 2 jours plus tard pour balancer une info sortie de nulle part, comme ça. Random. Tout est très bizarre. Ouais. C'est vrai. Je suis toujours pour dire que Laroche, c'est le coupable, même à ce stade de l'histoire, mais maintenant que j'ai une nouvelle piste, soit je l'explore très vite d'ici la fin de cet épisode, soit on sera obligé de se revoir pour faire des concours de théorie. Okay. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu Michou sous cet œil, comme ça. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse. Je vous propose de faire un saut dans le temps. Oui. Ça me laisse le temps de réfléchir à la théorie de Michou. On arrive en 1999, il y a Jean-Marie Villemain qui va demander la réouverture de l'enquête parce qu'il a entendu parler d'affaires résolues justement grâce aux analyses ADN. Donc c'est tout nouveau. Et le procureur de Dijon accepte en 2000. Il y a beaucoup d'affaires françaises qui se passent aux alentours de Dijon. À chaque fois, j'ai remarqué. Bon, c'est ça, et puis il y a toute la région de Lyon, si je dis pas de bêtises. C'est pas the place to be. Ça va te poser à Marseille. Au moins, ça passe. Les analyses ADN, elles vont être menées sur les vêtements de Grégory, sur les fameuses cordelettes, sur les timbres des lettres du corbeau. Aucun résultat n'est exploitable. Ça fait tellement rager. Il y a une nouvelle relance judiciaire en 2008, soit 9 ans plus tard. Idem, et toujours pareil en 2013. On ne trouve rien, aucune trace. Donc en fait, ADN. cette affaire d'ADN, c'est nouveau, mais en tout cas, ça leur sert à rien. Non. Trop vieux. Et on peut dire aussi que jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment de quoi est mort le petit Grégory, puisque l'autopsie aurait été bafouée aussi. Ah ouais. Il n'y a pas eu d'analyse de l'eau qui était dans ses poumons. C'est ce qui a permis aussi de soutenir la thèse de la mère, de dire en fait, c'était pas l'eau de la Vologne qui l'a noyé. Elle l'a noyé dans la baignoire à la maison et puis elle l'a emmené dans la rivière ensuite. Et donc, on ne sait pas de quoi est mort le petit Grégory. Peut-être on peut demander ça aux cartes. Ah ouais. Franchement. Oh, c'est glauque, hein. Ouais, mais ça se trouve, on va tomber sur une carte hyper explicite, t'auras pas à l'expliquer, tu vas rester un truc genre avec des cordes, tu vois. Est-ce que les raisons données par le légiste sur la mort de Grégory sont réelles? Pas de raison, il a rien dit. Si, il a pas dit, c'est pas strangulation. C'est ça, c'est. Non, je crois que t'as dit c'est le corbeau qui dit je l'ai étranglé, je l'ai jeté dans la Vologne. C'est le corbeau qui dit je l'ai étranglé. Mais en fait, on nous a jamais dit il y a eu strangulation. Ma vie est en train de géchant pendant cet épisode. Je me rends compte que tant de portes sont encore ouvertes. Et ce qui était marquant, ce que tout le monde disait, c'était que le petit avait un visage très apaisé. Il semblait s'être endormi, en fait. Ok. On n'a pas encore parlé de... c'est dur ce que vous me faites faire. Aïe. En fait, t'as le droit de te lever, claquer la porte ou de pas juste parler. Raison de... Ah, voilà. Punaise. Alors, le 4 d'épée, qu'on appelle communément en cartomancie traditionnelle de sickbed. Voilà, le lit du convalescent, du malade, du blessé. Qui est dans la même position que le cadavre de Grégory, excusez-moi, en fait. Voilà, donc c'est un... Les mains liées devant, non mais... C'est un homme qui est effectivement... c'est une carte de convalescence, de régénération. Et dans le contexte de cette affaire, c'est marrant parce que ce serait plus un endormissement progressif. C'est la piste que j'allais évoquer. Ah, mais alors... Parce qu'il y a un...
garde forestier qui, à un moment, dit « Ah, moi, sur les bords de la Vologne, j'ai trouvé une seringue d'insuline. » Ah oui. Oh là là, c'est Et dur. tu as dit ça et tu savais pas la piste de l'insuline. Ah ben non. Dont une dose aurait suffi à au moins le plonger dans les vapes, quoi. En tout cas, l'immobiliser et l'endormir paisiblement. On est je sais sûr pas si de cette tu histoire notes qu'elle de- est quand même plus forte que la C'est graphologie. là. incroyable. Non, mais attendez, on est sûr de cette histoire de. Il n'y avait pas d'eau dans les poumons, ou je sais plus quoi, enfin, ou justement. Non, Camille, elle a dit qu'il y avait de l'eau, mais qu'elle n'a pas été analysée conséquemment. On ne sait pas si D'accord. c'est celle de la Vologne Ok. ou celle D'ailleurs. Ouais. d'une autre eau. Ok. Ah oui, donc ça nous. Oui. Oui, c'est Je sais pas si intéressant. on va ressortir avec pas plus de réponses, C'est de terrible. questions que de réponses à cet épisode. Donc voilà, l'ADN ne donne rien. moi, Les ça m'embête enquêteurs quand même cette histoire d'ADN. Ah ouais Excusez-moi, je reviens là-dessus, puisque c'est considéré dans le forensic, dans la police, comme étant la preuve ultime. Et là, c'est fou qu'il n'y ait pas rien d'exploitable. Parce Qu'il qu'on y a ait parlé rien, des timbres, mais il y a les petites cordelettes. Sauf, excusez-moi de rentrer dans les détails. Ouais. Il y a quand même, il y a de quoi faire, quoi. Et il y a rien, c'est fou. Ça rend fou. Il y a forcément quelqu'un en interne qui sais pas. fait foirer tout ça. C'est bizarre parce que même, ça veut dire, même sur les habits de la roche, même, on peut rien trouver. Enfin, aucun habit. Bon, bref. Non, par contre, pour travailler sur la stylométrie, il y a du monde. Hein. La stylométrie, stylométrie. c'est l'analyse des tournures de phrases, des fautes d'orthographe et des TikTok, des habitudes d'écriture. Ils vont utiliser cette nouvelle technique révolutionnaire. Révolutionnaire, pas du tout fiable, toutefois. Voilà. Donc, ils travaillent sur ça et, entre autres, ils travaillent aussi sur les voix des enregistrements du corbeau, du ou des corbeaux. Et voilà, à notre grande surprise, aucun résultat fiable. Alors, en réalité, un peu plus tard, quelques années plus tard, en juin 2017, il y a un procureur, un nouveau procureur qui s'appelle Jean-Jacques Bosque, qui annonce que la stylométrie a donné des résultats. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on croit à la stylométrie, à quel point c'est exact, mais en tout cas, il estime que 5 personnes ont écrit les lettres du corbeau, et les 2 personnes les plus visées, c'est Marcel et Jacqueline Jacob, dont on va beaucoup entendre parler jusqu'à nos jours. Alors, on ressort l'arbre généalogique. Ça m'embrouille. Marcel, c'est l'oncle de Jean-Marie, du côté de sa mère. Jean-Marie, le frère de la mère de Jean-Marie. c'est le frère de... Attends. Tout à fait. Jean-Marie, il a une daronne. Jean-Marie il a une daronne, oui. C'est son frère. Vraiment, D'accord, merci. Voilà. J'ai capté. C'est bien, je vérifie que ça vient du côté de la mère. Marcel est Oui. l'oncle de Jean-Marie du côté de sa mère. Bon, voilà. Et Jacqueline, c'est sa meuf. Donc, Jacqueline et Marcel, oncle et tante. Et là, ça se précipite. Enfin, ça se précipite. On est en 2017, c'est pas la grosse précipitation non plus. Le couple est mis en examen le 16 juin 2017 pour enlèvement, séquestration suivie de mort. Ils sont incarcérés donc sur l'épreuve de cette stylométrie. Pourquoi cette petite tête, Camille? Non, t'as pris ta respi. J'apprends un peu en même temps que tu me dis là. Voilà. Ils sont incarcérés? Ils ont été incarcérés en 2017 pour 4 jours. C'est pas non plus l'incarcération de l'année, effectivement. Puis ils sont remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'alibi qui est donné par leurs avocats, c'est qu'ils avaient une réunion syndicale au travail. On s'est posé la question chez nous, comment était-ce possible de pas avoir de preuves d'une réunion syndicale? Enfin, voilà. Parce que très vite, le parquet décide que cet alibi est invérifiable. Donc, quelqu'un, ici, Elisa, notre directrice, m'a demandé comment était-ce possible que ça soit un alibi invérifiable. Eh bien, écoutez, j'avais la réponse, je l'ai oubliée. Ah, c'est vrai? Oui, parce que j'ai eu la réponse. Mais en gros, on est quand même... on est en 2017 quand cet alibi est produit par les avocats pour une affaire qui date de 84 et on estime que c'était il y a trop longtemps, que à l'époque les gens, enfin tu vois, des années plus tard les gens se rappellent pas exactement. Ils vont pas se rappeler. En tout cas en 2017, ta réu, cela dit, moi j'ai fait des réunions la semaine dernière, je suis pas sûre que je puisse m'en souvenir ou que tout le monde s'en rappelle. Donc en 2017, c'est une grosse semaine parce que quelques jours plus tard, Muriel Boll est à son tour mise en examen pour enlèvement suivi de mort, même raison. Alors, t'as beaucoup de peine pour Muriel Boll. Ah, elle me fait de la peine. On va en reparler après. J'ai lu son livre. J'aimerais en parler car je l'ai lu. Chaque
pages. C'était un peu long. Cette fois, sur la base d'éléments laissant penser qu'elle aurait été donc complice de Bernard Laroche en 84. On se rappelle que c'est le cousin. Elle est emprisonnée. Elle est libérée le 4 août, quelques semaines plus tard. Elle continue à maintenir, d'ailleurs jusqu'à maintenant, que Bernard Laroche est innocent et conséquemment, s'il est innocent, elle aussi. Ouais. Alors, on va... Tout le monde a beaucoup de peine pour Muriel. Moi, je sais Non, je sais pas si j'ai beaucoup tant de peine, mais... Elle a écrit un livre il y a quelques années dont j'ai oublié le titre, mais qu'on avait reçu à la rédac, je crois, que j'avais lu pour raconter à quel point elle était d'abord innocente, ça on a bien capté, mais aussi que l'affaire avait ruiné sa vie, quoi. Et c'est vrai qu'elle laissait peu de place au fait que, sans pour autant désigner quiconque en coupable, en tout cas, c'est ni elle ni Laroche. Et elle dit que jusqu'à maintenant, en plus, ça a raison avec le revival de son mème sur Internet, je pense qu'elle s'est pris un deuxième méfait qui se coule. Elle s'est dit, enfin, tout le monde m'a oublié, tout le monde a oublié cette séquence. Et là, elle a raconté que les gens la lâchaient pas, quoi. Mais je pense qu'elle est verrouillée pour toujours. Oui, quoi. pour toujours. Et l'assassinat de Laroche l'a fait d'autant plus se replier sur sa deuxième version, quoi. Et elle craquera jamais, je pense. Ah non, parce que plus le temps avance, plus toute sa vie est un mensonge potentiellement. Ouais. Donc plus le temps passe, moins elle a d'intérêt à. Je crois pas que si elle sait des trucs sur son lit de mort, elle nous fera. Enfin, de toute façon, on le sait. Dans cette affaire, personne ne dit rien sur son lit de mort. Hein. Ben, c'est mon dernier espoir, c'est que quelqu'un craque, quoi. En vrai, c'est tout ce qui nous reste. C'est un vrai sujet, hein. Bah ouais, mais bon, peut-être une fois encore que dans quelques cartes, on pourra partir le cœur léger. Mais non, mais en préparant cette émission, c'était un vrai truc que je me suis dit, ouais, peut-être que jamais on saura. Parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme preuve scientifique qui émerge maintenant ? Rien. Ouais, non, c'est déjà, les gars, ils sont sur la stylométrie, donc si tu veux, on est quand même au niveau de. Des on fait rentrer des carrés dans des ronds, quoi. Des précisions qu'on n'avait pas à l'époque, je sais pas, sur mais des aveux comme ça. Des aveux de qui ? Ils sont tous morts. Ouais. Alors que peut-être on aurait pu juste savoir le numéro de téléphone du corbeau, quoi, en regardant les factures. C'est fou. Non, mais c'est clair, putain. Ça rend fou. Ouais. Mais parce que personne n'a demandé les factures. Je sais pas. Elles sont. Non, mais. Où sont les factures ? Est-ce que ça existait ? Oui, ça existait. Peut-être, je rappelle-toi qu'on avait les relevés téléphoniques dont oui, non, mais t'as raison. Ouais, c'est vrai, non, mais t'as raison. Ça existait. Ouais, ça existait. Dans les années 90, c'est sûr que moi, je me faisais défoncer. Je me faisais défoncer, moi aussi. Pour appeler des SVP Disney. Voilà. C'était une autre époque. C'était dans les années 80. Fin 80, ouais, donc oui, j'imagine dans les années... Après, c'était une option payante. C'est toujours d'ailleurs une option payante. Donc, est-ce que les gens... Ah oui, c'est vrai. Après, les flics, ils demandent ça à France Télécom, rappelez-vous. Pour les plus jeunes d'entre nous, je pense qu'il n'y a pas d'option payante, pas d'option payante. Tu te dis à France Télécom, on a un mandat. Je me note ça aussi, putain. Je vais ressortir de cet épisode, je vais tout reprendre du début. Oh là là. C'est terrible. C'est terrible. Il y a un autre événement terrible qui est arrivé. Moi, je rebondis toujours sur des trucs super glauques. Le suicide du juge Lambert, quand même, juillet 2017. Jean-Michel Lambert, il est retrouvé mort à son domicile et il a laissé une lettre dans laquelle il explique les raisons de son suicide. Notamment, il évoque les ratés dans l'affaire Grégory qui a hanté sa vie. De réussite. Ouais, mais t'imagines, ça a pourri sa vie, ça a hanté sa vie. Enfin, pas Grégory, mais c'est raté. Le fait que... Ah oui, non, mais moi, j'ai pas du tout de peine pour lui. Hein. Je t'ai regardé, genre, attention. Parce que, recontextualise, c'était sa première affaire. Il démarrait. Non ? Bon, d'accord. Il a chié dans la colle totalement. T'es pas obligé d'être de tout balance aux médias, tu vois. Il y a 2-3 trucs. Oui. Je suis pas la seule Française à le détester. Oui, je pense qu'il a été bien détesté, mais ça a contribué, le pauvre, à ce qu'il... Ne me fais pas porter un chapeau qui n'est pas le mien. Je ne me mets pas dans cette histoire. L'État est aussi condamné dans cette affaire, en juin 2004, condamné à verser 35 000 € à chacun des parents de Grégory pour dysfonctionnement de la justice. Ah oui, tu vois, quand même, il y a eu mais c'est pas beaucoup. Non. Dysfonctionnement de la justice. Non, c'est pas beaucoup d'argent. 35 000 €, t'imagines tout ce qu'ils ont dû dépenser en avocat en tout, en fait, c'est... Ah, mais surtout que l'affaire continue. Bah oui, surtout. Eh ben, parle-en. Mais avec plaisir, Yéna. Je sais pas si tu sais qu'il y a eu des rebondissements là, à la fin de l'année dernière. Donc là, on est en 2026. Quelques rebondissements. On a parlé de Marcel et Jacqueline, les grands-oncles et tantes. Jacqueline, elle commence à être un peu dans la sauce. Est-ce que tu sais pourquoi ? Ouais. Ben non, parce que ça fait quelques années que dès que je vois un nouveau titre autour de ça... Tu veux que ton cœur soit léger ? Je clique, je veux quand même savoir, mais en fait, il se passe toujours à peu près rien et juste...
tout à fait une bonne transition, Oui. car c'est toujours la même chose, stylométrie en boucle, donc depuis maintenant plusieurs années. On dit que l'analyse de stylométrie est accablante, et je pèse mes mots, c'est pas du tout moi qui l'ai dit, pour Jacqueline Jacob, en octobre là, 2025, donc il y a quelques mois. À 81 ans, elle est convoquée à la cour d'appel de Lyon, pardon. Le juge l'interroge pendant plusieurs heures et elle dit, bon, évidemment, moi j'ai rien écrit. Bon, on a capté que tout le monde nie dans cette histoire. J'ai rien écrit, j'ai pas téléphoné, jamais à personne. Lui, il est pas convaincu, il la met en examen à 81 ans pour association de malfaiteurs criminels. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a Mais pas elle se très longtemps. démonte pas, la dame, quand même. Hein. Non, bah non, non. Et je crois que d'ailleurs en avril 2026, il y a eu, elle demande des annulations. Alors entre-temps, donc elle est mise en examen. Il y a beaucoup d'éléments contre elle en réalité, beaucoup d'éléments qui sont à base de stylo et de crayon papier, mais beaucoup d'éléments quoi. Mais les expertises, en tout cas les expertises graphos se succèdent. Et si je me trompe pas, Jacqueline, est-ce que c'est... Non. C'est pas la même famille que Bernard Laroche et Muriel Boll et tout. Si, parce qu'ils sont tous Si, du c'est le côté même de. côté. Oui, en fait, c'est ce que je disais à un moment, on nous montre toujours des grands. Alors, déjà, côté Villemain, c'est sérieux, ils sont 40 000. Mais du côté de Christine, il n'y a personne. Juste la pauvre Oui. dans les arbres généalogiques, on voit juste sa petite tête. Donc, Mais alors. je sais pas, bon, à vérifier, mais je sais pas si je confonds avec une Janine, parce qu'il y a une Janine aussi, mais en tout cas, il y avait quelqu'un de diabétique dans ce côté-là de la famille qui avait de l'insuline qui avait de l'insuline sous la main, quoi, voilà. Donc, je sais pas si c'est Jacqueline ou Janine. Je ne suis pas précise, je suis pour désolée. Janine, quand même, il lui attribue... Pour Jacqueline. Pour Jacqueline, je me suis embrouillée, pardon. Pour Jacqueline, il lui attribue 3 courriers, donc anonymes, assez tôt, de 83. Le premier, c'est quoi? Elle lui dit, je vous ferai votre peau. Et ensuite, il y en avait, je ne sais plus s'il mentionne les 2 autres. Mais il y a surtout celle du jour J. Ah oui, du jour J. C'est la Ultimate Corbeau, quoi. Mais comme on l'appelait pas du tout dans le dossier. Tu vois, moi, c'est cette piste qui m'embrouille. Ça y est, je suis perdue. Jamais, attendez, qui a fait ça? Est-ce que vous êtes plusieurs? On aurait dû prévoir un tableau. Oui. Ouais, et mettre des fils rouges. Il y a aussi René Jacob qui, en 2022, René Jacob, c'est le beau-frère de Jacqueline. Donc, ok. Qui dit, moi, j'ai toujours reconnu la voix de Jacqueline dans les enregistrements. C'est vraiment, on est en 2022, frère. T'entends de moins en moins bien. Pourquoi tu parles maintenant? Oui, j'ai pas pensé à vous le dire, en fait, en 40 ans. Voilà, j'ai écouté un enregistrement du Corbeau. C'est pour moi, c'est Jacqueline. Voilà. Bon. On est désespérés, en fait. Non, mais les gens, moi, tout m'énerve parce que les gens, ils sont détendus. T'as eu 40 ans. Pourquoi tu le dis maintenant? Quoi, t'as pas... Oui, c'est désespérant, évidemment, que ici, on appelle ce podcast la soufflerie, tellement on souffle, que les gens nous saoulent. Tous, rien de... Moi, je te dis, tu nous files à nous 3 toutes les pièces. On est quoi? On est mardi matin? Mardi après-midi? Allez, pour... Vendredi, allez, ouais, franchement, pour le week-end, pour lundi, c'est réglé, quoi. C'est sur ton bureau lundi matin. Voilà. Mais t'imagines comme il doit être lourd, ce dossier. Je sais pas combien il y a de milliers de 17 000 pièces. 17 000 pièces, c'est fou. Bon, peut-être pas lundi, ça fait un peu short. Même à 3. Mais oui. 7 juges d'instruction successifs. Alors que... Oui, on n'a pas dit, mais le juge Simon qui avait redonné de l'espoir à tout le monde, en fait, il canne du jour au lendemain. C'est terrible, mais rien ne va, tu vois, rien ne marche. Mais elle est maudite, cette affaire. Hein. Bah oui. The Crow. Tu vois, ça, c'est à cause du corbeau. Tu crois? Ouais. Je sais plus où j'avais mis mes petites notes sur les corbeaux. J'avais des trucs à raconter sur l'animal. Donc, au moment où on enregistre cet épisode, je suppose que voilà, les updates, on est à fond dans nos updates. Est-ce que Camille, toi, t'es sur le dossier Jacqueline Jacob, tu viens d'entendre parler, donc c'est pas pour toi le corbeau principal. Elle n'a pas pris la place. J'étudierai cette piste. Est-ce qu'on peut demander peut-être aux cartes s'il y a plusieurs personnes impliquées? Moi, j'avais tout à fait une question qui était est-ce que... Là, on dit 5 corbeaux. C'est la stylométrie. Est-ce que c'est un duo, une famille qui partage un hobby, visiblement toxique? Mais oui, après, ma théorie à moi, c'est qu'on est sur plusieurs corbeaux. Toi, on est sur plusieurs corbeaux, toi aussi? C'est pas ma théorie à moi précisément. Je vais aller au bout de cette théorie. D'accord. Tu veux le faire dire maintenant? Tout à fait. Pendant que tu mélanges. L'année dernière, j'étais invitée
dans un podcast avec Patricia, enfin, où l'autre personne était Patricia Tourangeau. Donc, évidemment, personne ne lui pose d'autres questions que qui a tué le petit Grégory. Et comme je suis une basic bitch, j'ai fait la même chose, je lui ai posé la question. Et elle, sa théorie, qui est dit plus poliment que la mienne, c'est évidemment que c'est la Roche, plus quelqu'un d'autre, que si la police faisait un petit effort, il trouverait en 3 secondes. C'est ce qu'elle m'a dit. Je prends cette C'est terrible. On va voir. 4 de denier. C'est la 76e fois qu'on la tire Mais aujourd'hui. c'est normal parce que c'est la carte de l'avarice. Ah. C'est la carte des secrets que l'on garde, des traditions, de la famille. C'est un personnage qui tient très fort ses deniers. Non pas ses Denis, ses coins, ses pièces, qui est très attaché. Tu vois, c'est aussi une carte qui traduit l'héritage souvent. Donc, ça peut être les héritages. Bref, c'est pas déconnant qu'on la retrouve dans les affaires familiales où il y a eu conflit en lien avec l'argent, parce que ça peut être quelqu'un qui est près de ses sous, qui est très attaché à l'argent, à l'image, au paraître, etc. Mais aussi, c'est une carte de secret, parce que c'est une carte qui renferme... Alors, moi, je te dirais 4, parce que c'est quand même le chiffre 4, le 4 de denier. Je te dirais de la même famille, parce qu'il y a la notion de patrimoine. Donc, ça pourrait être aller jusqu'à 4 corbeaux, mais je vais mouiller un petit peu, là. Allez. Là, je vais mouiller un petit peu. Je pense même, je ne sais pas si c'est possible, ma théorie serait la suivante, qu'il y a eu au départ un corbeau au niveau des appels anonymes, et que ça a donné l'idée à une autre personne de faire la même chose, mais qui ne se sont pas forcément ils se sont chauffés les uns les autres. C'est genre, vous faites chaud, vous embêtez JM, ben, ça va, peut-être que Jean-Marie en avait parlé à l'époque, et moi aussi je vais le faire, peut-être, c'est pour ça qu'on a tantôt des appels silencieux, tantôt ça parle, tantôt c'est une femme, voilà, et peut-être qu'après, je sais pas, ouais. Oui, différentes vibes. Parce que tu vois, il y a un côté secret, c'est genre, on le fait de notre côté, puis nous aussi on le fait de notre côté, donc peut-être que c'était pas une équipe organisée, quoi, c'est ça l'idée. C'est marrant. Ça, c'est ta théorie et à toi. qu'il y en a un parmi ceux-là qui est passé à l'action. Oui, parce qu'on peut être corbeau. Et que si forcément, regarde... Chez vous, mais on peut être corbeau sans tuer les gens. Admettons, si Jacqueline, elle s'est aussi amusée à harceler un peu JM, elle ne va pas le reconnaître parce que ça ferait le raccourci. Ouais, voilà. Tu vois ? D'ailleurs, la Jacqueline, en avril 2026, elle a déposé donc 2 requêtes en annulation de sa mise en examen. Son argument, c'est qu'elle n'avait pas la possibilité de se défendre correctement lors des débats préparatoires. Et au moment où on enregistre cet épisode, ces requêtes n'ont pas encore été examinées. Donc, il n'y a pas de date d'audience sur ce sujet. Tu as parlé en tout début d'émission, Camille, d'un livre super qui s'appelle Le bûcher des innocents de Laurence Lacour, qui, toi, donc, a été la base d'une partie de tes recherches. Ouais, où elle raconte la meute des journalistes et les dérives qu'ils ont commis, quoi. En chiffres, en 30 ans, donc un petit peu en 30 ans, il y a eu 3000 articles de presse qui ont été écrits sur l'affaire Grégory, une quinzaine de livres. Et donc, ce fameux livre de Laurence Lacour, qui était à l'époque... journaliste pour Europe 1, et qui était très jeune aussi, qui avait 24 ans, je crois. Et qui a quitté la profession depuis. Ouais. Dégoûté par la vie. Par ailleurs. Je crois que ça l'a quand même pas mal dégoûté des médias, d'assister à tout ça. Elle disait que, justement, il courait après c'est pas du tout une citation, mais il courait après le scoop pour avoir le privilège d'annoncer qui était le tueur du... Oui, parce qu'il y avait ça aussi. À un moment, les journalistes ont cru, comme nous, que s'ils cherchaient bien, ils allaient démêler cette affaire. Oui, mais nous, on n'est pas arrivé au bout de notre réflexion. Attends, tout est encore possible. Tout est jouable. Il peut avoir un petit plot twist d'une minute à l'autre. Laurence Lacour, elle a réalisé 187 entretiens. Et elle a analysé tous les contenus écrits sur le sujet. Et elle a conclu que 80% de ce qui a été écrit était faux ou erroné. Donc voilà, dont ce podcast. Non, ça, je pense qu'on colle quand même au plus proche. Ouais. Comme on dit de la vérité. Et même Jean-Marie, il dit que c'est la presse qui a ravagé le dossier. Je voulais absolument qu'on fasse un point presse là-dessus parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte que là, aujourd'hui, en 2026, on a les réseaux, etc. Bon, ça aurait été un tollé encore pire, à mon avis, mais beaucoup de choses ont été inédites dans cette affaire, y compris à la place de la médiatisation extrême d'un corps d'un enfant. Alors, Camille, on arrive d'habitude dans l'émission, c'est l'heure où on fait les théories, mais là, on a injecté nos théories personnelles et un peu plus publiques pendant l'émission. Donc là, c'est un peu le moment où on peut poser toutes les questions qu'on n'a pas posées aux cartes, si tu le veux bien, Iéna.
Moi, j'ai encore 2-3 questions sur. Enfin, à un moment donné, je vais dire qui est le corbeau. Enfin, on va continuer. On va continuer à faire Tu vas semblant. donner cette info, ok. On va continuer à faire semblant d'un peu enquêter. À un moment donné, je vais poser je vais dire les termes, comme disent les jeunes. Camille, est-ce que tu as des questions à poser aux cartes? J'aimerais bien demander aux cartes. Ouais, dis-moi. Moi, je vais d'abord demander aux cartes, savoir si à la fin de cette émission, qui peut encore durer 5 minutes, encore 44, si tu vas vraiment résoudre cette affaire. Puisque c'est ta pression à toi. Hein. Si toi, tu vas la résoudre. Ok. Est-ce que tu t'en rapproches? Tu te rapproches de la vérité? Ouais. Là, le tarot, à un moment donné, il va vous dire allez vous faire foutre avec vos questions, là. Ouais, bah, on le changera, on le jettera. Non. Ou si c'est pas moi qui trouve la vérité, est-ce que de mon vivant, je connaîtrais tu vois, une issue? Est-ce que Camille va résoudre l'affaire ou bien connaîtra l'issue à cette affaire? Et la paix. Dans une fourchette de. Dans le monde également. Si 5 prochaines années? Il faut dire une fourchette, c'est important. 3 prochaines années? Faut dire une fourchette. Je compte vivre un peu plus longtemps. Dans ta vie entière. Ok. 60 prochaines années? Alors là, elle a sauté d'elle-même. On a une réponse intéressante. Le cavalier de denier est le plus lent des 4 cavaliers, ce qui signifie qui va loin ménage sa monture. En gros, l'idée, c'est que il arrive toujours à avoir un résultat durable. Il est très fiable, mais alors qu'est-ce que c'est lent? Donc la réponse est la suivante, Camille. Oui, tu sauras la vérité grâce à ta rigueur, grâce à ton professionnalisme, n'est-ce pas? Et ma patience. Et surtout, ta patience légendaire. Il faut mourir le plus tard possible, hein, que tout le monde soit au courant à peu près, parce que je ne manage mon lifestyle que dans cet objectif, survivre jusqu'à la résolution de cette affaire. Oui, je pense qu'on saura. Est-ce qu'on va quand même parler un peu de l'héritage de cette histoire, hein. On est obligé. Là, on n'a pas arrêté de dire 40 ans plus tard, machin, mais les Villemain ont continué leur vie. Aujourd'hui, il me semble qu'ils sont en région parisienne. C'est ce qui se dit. Oui, c'est la rumeur populaire. Je n'ai pas confirmation. Ils sont vieux aussi. Non, oui, ils ont une soixantaine, j'imagine. Normal, quoi. Oui, 40 plus 20, c'est à peu près le calcul. Ils ne sont pas vieux, ils vivent leur vie, quoi. Ils vivent leur vie, ils ont eu donc un autre enfant, on en a parlé, en tout, ils ont 2 autres enfants supplémentaires. Et ils vivent surtout à l'écart des médias, mais ils n'ont pas lâché l'affaire pour autant. Il se dit que évidemment, c'est à chaque fois qu'il y a des réouvertures d'enquête, c'est eux, c'est à leur demande. Le petit juge qui a été démis, on l'a dit, s'est suicidé. Paix à son âme. Il avait écrit plusieurs livres, hein, pour défendre sa théorie. Sa théorie, est-ce que c'était j'ai balancé la roche? Je ne sais pas comment il l'a formulé exactement, mais il n'a jamais eu trop de street cred. Finalement. Non, ce petit juge. Non, hein, le pauvre. Non. Pas de charisme. Il y a eu c'est vrai qu'il n'avait pas de charisme. Il y a eu des dizaines de livres, on l'a dit, des documentaires, 2 séries, dont celle de Netflix dont on a beaucoup parlé, et une autre série sur TF1 qui est sortie en 2021 qui s'appelle Une affaire française. C'est surtout une affaire qui a profondément marqué la transformation dont la presse française couvre les affaires criminelles depuis justement notamment que cette fameuse photo a été mise en première page en une le lendemain du crime. Il y a depuis donc un vote de la première loi sur la présomption d'innocence en janvier 93. Je cite: chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, et donc un journal qui titre Machin assassin, ou La Roche assassin en l'occurrence, ou La mère meurtrière, pour revenir sur. En fait, aujourd'hui, c'est plus tout à fait. Ça passe plus comme ça passait avant. La personne dont il est question, elle peut bénéficier d'un démenti. Et la publication, le magazine est obligé de le publier, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Et être condamné à des dommages et intérêts. On le voit d'ailleurs pour la presse. Presse People, scandale. Tout ça, c'était pas possible avant 93. C'est ouf, hein, que ce soit grâce à cette affaire ou à cause de cette affaire. C'est assez récent. Enfin, pour nous, 93, c'est plutôt récent. En tout cas, on était ados. Et à la fin, on a l'impression que c'est. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir, notamment des Voici et Gala, où pendant des années, c'était en couve, et c'était évidemment. C'est plus le cas maintenant? Je sais pas si c'est aussi systématique, mais en tout cas, cette loi, parce que je pense pas que tout le monde l'ait mis en application jour 1. Voilà, ça a été quand même assez détendu sur la mise en application.
Oui, Camille? Oui, Oui. j'attends la fin de cette Non, phrase. c'est vraiment sur la mise en application. Mais tu disais tout à l'heure les frais d'avocat qu'ils ont dû avoir, les Villemain, etc. Et ça a participé aussi de ce système médiatique où à un moment ils ont vendu des photos pour pouvoir payer leurs frais Bah oui. d'avocat. Elle a normal, vendu hein. une séance photo à la maternité quand elle a eu son C'est deuxième vrai. enfant, Christine Ouais. Villemain. Les Laroche ont vendu la photo du corps de Bernard Laroche à son enterrement, qui a été publié en couve, tu vois. Je crois que c'était Paris Match. Toujours Mais- dans les bonnes ambiances par les matchs. Tu vois, tout s'est intriqué pour que ce soit un bordel pas possible, quoi. On peut demander qui est le corbeau quand même. Qui est le corbeau? Non, mais vraiment, ouf, je veux un peu de précision. Parce que je peux pas rentrer chez moi, là, comme ça, un peu penaude. Ah, donc c'est moi qui ai cette responsabilité. Non, t'as pas une Non, autre mais elle question? nous a dit, elle veut dire, je vais vous dire qui est le corbeau. Non, Et, non, moi, j'ai juste dit que j'avais des fun facts sur les corbeaux, les animaux. Ah. Maintenant, je peux passer... Ils sont très rancuniers. Je peux partir sans vous les raconter. Ah. Je vais les raconter en off. Et vous les sortirez à des dîners et vous brillerez, tout comme je brille moi en société. Non, je sais pas. Je ne vais pas vous dire qui est le corbeau. Moi, j'ai toujours à peu près la même conviction. C'est que c'est La Roche plus La Roche plus 1. Voilà. Ok, et toi? Et Parce que moi... toi, au début, tu nous as parlé du frangin. Michel. Ouais, le Michel. frangin Michel, il est bizarre aussi. Il est pas clair. Il y en a plein des pas clairs. Oui, tu non, vois, mais c'est une Jacqueline, famille, elle est pas Jacqueline, claire. donc, C'est quand même une famille hyper shady, quoi. Enfin, ouais. Il fait pas bon d'être né. Alors déjà, c'est un homme, Ok. le principal. Là, je parle de l'assassin, moi. Oui, oui, Ok. disons les termes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le roi de bâton, la carte que j'ai tirée, c'est une des cartes les plus... c'est le mec qui a le plus de pouvoir, quoi, de prestance. Il est très, très charismatique. Donc, c'est étonnant. Alors, ça peut être aussi une quête. C'est, voilà, l'assassin est un homme parce qu'il voulait devenir ce roi de bâton qui, effectivement, représente c'est celui qui a le plus grand capital sympathie dans le tarot. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler Ok. Denzel Washington. Tu vois, c'est genre l'aura un peu du mec... tout le monde aime Denzel Washington. C'est le vrai. mec dont tout le monde veut être assis à côté à la table quand il y a un repas, machin. Il n'a pas à forcer. Il est naturellement chill, naturellement cool, naturellement envié. Donc, c'est ça vraiment. Pour moi, c'est un homme. Et le roi représenterait ici un homme plus âgé. Donc, si c'est un frangin ou un aîné, quelques années de plus, pas quelqu'un de plus jeune. Donc, je ne sais plus si Laroche était plus jeune que... Je suis pas sûre d'avoir cette info, mais je regrette. On aurait dû Mais finir avec effectivement, c'est l'arbre bien généalogique. l'homme qui est visé aussi. C'est pas le petit Grégory, c'est Villemain, quoi. Ça viendrait confirmer que c'est contre lui. Je Principalement pose une lui. dernière Allez, question. mais vas-y, j'allais te dire, meuf, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que quelqu'un va craquer? Ah. Ah Parce que j'allais demander, Avant est-ce nous. que quelqu'un de vivant sait? Mais ça, c'est quasiment sûr. Ouais. Une ou plusieurs personnes détient la vérité. Bah, ils sont quand même... Il y en a pas mal qui sont morts. Hein. Bah voilà, Ah punaise, il est revenu. il est revenu. Aïe, aïe, aïe. Bah, la personne qui aurait pu craquer, je pense qu'elle s'est endormie pour un très long moment. Ah, Mon Bah, dernier quand même voyage, on comme on dit. retire encore le 4 d'épée, qui est quand même une carte plutôt de silence. c'est terrible. Donc, si on découvre la vérité, je pense qu'on la découvrira, ce ne sera pas des aveux de quelqu'un Ah ouais. ou parce que quelqu'un Je crois qu'il n'y a que des aveux, moi, qui peuvent m'apaiser. Ok. Ah ouais. Bah, sauf moi, j'aimerais bien je comprends pas pourquoi la science peut pas faire plus. Bah, quoi. je pense que ça sera par la science, parce que le cavalier de denier représente quand même... J'ai quand même l'impression que là, sur la DN, ils sont au niveau 0 de la motif. Quoi. Ah, tu sais pas, un élément... Je vais aller que- tout de suite, après cette émission, me plonger sur le dossier ADN très spécifique. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a avancé dans cette Non, je suis encore Non, plus tu t'es- perdue qu'avant. D'accord, c'est pire. Moi, je trouve qu'on a avancé. Je sais pas si on a. Non, moi aussi, j'ai l'impression qu'on a peut-être. Moi, ça me pose plus de questions finalement. J'étais venue avec une conviction très claire. Il y a eu des tirages troublants, en tout cas. Il y a eu Ouais. des tirages troublants. Il y a eu ton incroyable connaissance du dossier Aussi. qui nous a déstabilisés. En tout cas, merci Yéna pour les cartes, évidemment. Merci à toi, Sarah. Merci évidemment Camille. Camille hein, Avec d'avoir. plaisir. J'avais écrit merci d'avoir résolu. Le plus grand... Mais je rétropédale sur cette formation. Merci. J'ai fait ce d'avoir- que j'ai pu. On était une belle équipe. Je n'en ai aucun doute. Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actu? Moi, j'ai un spectacle de stand-up si vous voulez gaulerie. Ah après ouais, ce vraiment, on petit s'est bien épisode. marré. Hein. Vraiment, venez voir le spectacle. Ça parle d'amour et de cul. C'est dans une autre ambiance. Hein. Donc, venez voir mon spectacle qui sera sûrement à Paris en tournée au moment où vous écoutez cet épisode. Vous pouvez Et aller tout. voir les dates sur mon Insta. Et on te retrouve toutes les semaines aussi dans 4 quarts d'heure, Tout à un fait. podcast qu'on
On aime beaucoup. Merci beaucoup, Camille, Avec plaisir. d'être venue. Tu reviens quand tu veux pour des affaires aussi simples que ça, vraiment. Top. N'importe lesquelles dans le range du Ça petit 40, 50 dernières années. On est là. Aucun Ça marche, je vais problème. cogiter. Je pense qu'on retrouve Xavier Voilà. Ligonnès la Non, prochaine mais fois. voilà, tu me dire proposes ça, je Ligonnès. te réponds pas. Voilà, tout Ok. simplement. Un truc, quand tu m'as dit le petit Grégory, je savais, on en avait déjà parlé, Ah. c'était une volonté absolue. Je me suis dit quand même, un petit truc un peu plus sympa. Plus simple. Un truc où on a la réponse, par exemple. On aurait pu faire des Oui. vannes. Plus. Avec moins d'enfants. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où tout le monde enquête, sauf nous, et parce que c'est pas notre métier. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, souvenez-vous, les secrets ne disparaissent jamais. Vraiment jamais. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner, nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée, commenter sur YouTube, parler de nous à tous vos potes qui aiment les histoires plus ou moins sordides, et les comptes Instagram du podcast, les nôtres et ceux de Camille, sont dans la description. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna, direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours, chargé de production Marie Agassan, captation Johanna Lalonde, montage réseaux sociaux Olivia Pérez, montage vidéo Camille Legras, musique originale Arnaud Denzler, graphisme Oversherin.